Attention tout le monde, on fait un dernier check-up et après on lance la 11e saison. Contrôle du Morbihan. J'ai Serra en ligne, ok pour le Morbihan. Contrôle d'Ille-et-Vilaine. J'ai Redon en ligne, ok pour l'Ille-et-Vilaine. Contrôle du Finistère. J'ai le FAO en ligne, ok pour le Finistère. Très bien, on va plus loin, contrôle de l'Essonne. J'ai Villebon-sur-Yvette en ligne, ok pour l'Essonne. Super, contrôle de la Haute-Loire. J'ai Issingeau en ligne, ok pour la Haute-Loire. Et contrôle de la Gironde. Et j'ai Bordeaux en ligne, ok pour la Gironde. Très bien, on fait la checklist des partenaires. Partenaires jeux. Oui, Croque-Jeu à Brest, tout est prêt pour eux. Partenaire bande dessinée. Espace culturel Leclerc à Plohermel, tout est prêt pour eux également. Super, tout est ok. Des luttes et des plumes, 11e saison, pareil au décollage. C'est marrant quand même, t'as vu, il y a 3 gars qui regardent le décollage, là, qui nous font des grands signes. Ouais, coucou, ouais, coucou. Ah, c'est fou, hein, ils ressemblent à Alexis, Talmo et Damien, Les animateurs de l'émission. Ah mais non, mais comment on a pu les oublier ceux-là? Bon bah écoute, moi je fais demi-tour et toi tu lances le générique. Allez, générique. Tu veux jouer avec moi? Oh non. Le je pense que je les ai lancés. Le je pense? Qu'est-ce que tu veux dire? Des ludes Des ludes et des plumes. et des plumes. La seule émission radioludique qu'on écoute jouer. Et toi, à quoi tu joues? Et toi, à quoi tu joues? Bonsoir, bienvenue dans Des ludes et des plumes. On est ensemble pour 2 heures de discussion, papotage autour de tout ce qu'on aime, hein, autour du jeu, autour des livres, autour du post-apo, si je ne m'abuse. Et pour m'accompagner ce soir, comme à leurs habitudes, il y a vos super chroniqueurs, à savoir Damien. Ça va, Damien? Ça va très très bien et j'en profite pour vous souhaiter à tous et à toutes une bonne année 2023. J'allais y venir. À nos côtés, il y a également Talmo. Bonsoir Alex, bonsoir à tous. Ça va aussi? Mais ça va super. Et bonne année à tout le monde. Bonne année. Mais j'allais y venir aussi. Hein. J'allais demander si pour tout le monde tout se passait bien pour cette première de 2023, si les fêtes s'étaient bien passées, si vous n'étiez pas trop ballonnés et si vous aviez eu tous les cadeaux escomptés. Ça sent la misère des émissions du 31 enregistrées au mois d'octobre ou novembre. Allez, faites la fête. On l'a refait, elle était pas bonne. Oh merde, faut balayer les cotillons quoi. Non, en tout cas, celui qu'on accueille ce soir et qu'on est heureux d'accueillir, même si effectivement maintenant il fait un petit peu partie des murs pour cette période de l'année, puisqu'on a... Ça veut dire qu'on l'a pas reçu on n'a pas reçu en 2022. Non, on l'a pas reçu en 2022, puisque du coup l'émission passe en 2023. Mais il est quand même avec nous ce soir, c'est Florent de chez Nuts. Ça va, Florent? Très bien. Et donc Blow of Smat, tout en doute, hein, parce qu'il paraît qu'on a changé d'année, donc... C'est ça. Alors pour vous qui nous regardez ce soir à la vidéo, forcément, vous vous dites mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais c'est parce que l'émission va passer à la radio le 9 janvier. Donc pour ceux qui nous écoutent, effectivement, on vous souhaite une très belle année 2023. Dans les choses qui ne changent pas, dans les bonnes résolutions, on va dire, que ça soit en 2022 ou en 2023, c'est que toutes les émissions commencent par un jeu en direct. Un jeu qu'on a la chance de faire grâce à nos partenaires. Cette année, notre partenaire, c'est toujours Croque-Jeu à Brest, grâce à qui on peut faire des jeux comme par exemple Funfax. Funfax, je vais mettre la boîte sur la table. Funfax, c'est un jeu de Casper Lapp. Lui, il a fait d'autres jeux, il a fait Gods Love Dinosaurs, Magic Maze par exemple. C'est édité par Repos Productions, distribué par Asmodée. C'est pour 4 à 8 joueurs à partir de 8 ans. Pour des parties plutôt rapides, il faut compter entre 15, 20, 30 minutes. À travers des questions drôles et insolites, on va imaginer les réponses de nos coéquipiers et on va placer la nôtre de façon à obtenir une ligne croissante. Votre réponse est toujours un chiffre. Alors ça va être difficile de lire en soi et encore plus dur de lire entre les autres. Par exemple, ça va être des questions du style « Combien d'années seriez-vous prêt à donner là tout de suite pour devenir milliardaire? Combien d'années de votre vie ?» Donc après, moi, je vais mettre un chiffre et puis je vais devoir estimer est-ce que j'en donnerai plus que Talmo, moins, est-ce que c'est Damien, et on va tous essayer de faire une ligne et on va marquer des points comme ça au fur et à mesure qu'on va réussir à placer nos... Et si on gagne, on devient milliardaire? Ah non, si on gagne, on ne devient pas milliardaire, mais comme c'est un jeu coopératif, si on gagne, on marque des points et avec les points marqués, peut-être qu'on va voir qu'on a une excellente harmonie entre nous.
On fait 8 questions. Je veux être milliardaire. Ouais, j'allais dire, c'est le Moi, je genre préfère de- la thune. Je préfère la thune. Quel coop, tiens. Mais non, vous n'aurez pas d'argent, mais on aura une telle harmonie entre vous. Ouais, que dalle, ouais. C'est ça. C'est En ça. 2023, Je vous ne laisse va pas- l'harmonie, je prends l'argent. Donc, on va prendre une petite plaquette chacun. Il y a 4 plaquettes là sur la table. Vous prenez la couleur que vous voulez avec son petit stylo. Vous écrivez votre prénom sur la plaquette. Hop, ça va être pour ce. Et donc, première étape, si j'ai Souvenir. bien compris, tu ranges les plaquettes de prénoms dans l'ordre alphabétique. C'est là et tu marques déjà un point, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Mais pas du tout. Et maintenant, donc, par exemple, je prends une première question. Alors, normalement, on fait un tour de 8 questions. Là, on va pas en faire 8, hein, on va faire 3 ou 4. À quel point accordez-vous de l'importance à ce que les autres pensent de vous? De 0 à 100. 0, c'est je m'en fiche complètement. Et 100, c'est j'estime que c'est hyper important ce que les autres pensent de moi. Donc, tu vois, la première étape, déjà, consiste à savoir ce que l'on pense soi-même de soi. Donc, de 0 à 100, ce que les autres pensent de toi, à combien est-ce que tu estimes que c'est important? Et oui. Après, il y a le premier joueur. Si je fais premier joueur, je place donc ici ma petite flèche. Forcément, c'est la première sur la table. Ensuite, c'est à Damien de placer sa flèche et il va devoir choisir s'il la place au-dessus ou en dessous de la mienne. Est-ce qu'à son avis, est-ce qu'il s'estime plus ou moins, enfin, est-ce qu'il accorde plus ou moins d'importance? Il pense qu'il accorde moins d'importance que moi. Maintenant, c'est à Talmo. Talmo, tu as le droit de te mettre entre Damien et moi. Hein. Tu peux bouger les petites flèches. Ah ouais, moi, non, à mon avis, je vais être le plus haut en score. Celui qui... Ouais. Qui accorde le plus d'importance. Ouais, je pense, ouais. Depuis Et que toi, je suis Florent? influenceur, Je vais me Ça mettre compte. juste en dessous Talmo. Ok. ça Alors compte. là, comme j'étais premier joueur et que moi, j'ai pas pu choisir, si j'estime que, connaissant ma réponse, vous vous êtes fourvoyé, j'ai le droit de bouger ma plaquette, seulement la mienne, et éventuellement de me dire, ben non, moi je me mets tout en haut parce que je sais que j'ai mis 100 ou que... Donc là, imaginons, on va laisser comme ça, parce que j'ai pas trop d'idées de ce que vous avez mis, donc on va voir, Damien, il a mis 17,4. On n'avait pas dit qu'il y avait droit aux virgules. Alors, il y a toujours des gens qui le font, on ne l'a pas dit, mais on se doutait bien que ça se verrait de toute façon. Donc, tu apportes très peu d'intérêt à ce que les gens pensent de toi. On va dire que je garde une veille, tu sais, comme les veilles internet, c'est-à-dire que si quelqu'un ne m'aime pas, pour pouvoir lui pourrir encore plus. D'accord. C'est ça. Les 17%, c'est-à-dire s'il écrase le pied de quelqu'un, il fera quand même un petit peu attention à l'enlever, tu vois. C'est ça. Ouais, ou à prendre un selfie. Et suivant les gens, il pourra peut-être même qu'il dira pardon, tu vois, si c'est ses enfants. Et monsieur, vous êtes lourd. Ah oui, c'est vrai, je vais Ça, faire un oui. régime. Oui, mais j'aime pas trop qu'on dise que je suis long. Donc 17,4. Moi, j'ai mis 55%. Ouhou. C'est la moitié, parce que on estime toujours qu'on s'en fout. Je fais partie de ceux qui disent ouais, je m'en fous. Puis finalement, quand il y a des petits Ouais, trucs, tu mais- te rends compte que tu t'en fous pas tant que ça. Donc je pense que je suis un tout petit peu quand même au-dessus. Mais la de- moitié, c'est le mec d'au-dessus qui a mis la moitié. Ah ouais, Bah oui. 50-50. Ah oui, et Florent, t'as mis 50 pile poil. Oh là là. Parce que tu savais pas trop. Tu t'es dit, je Oh bah je c'est fais surtout attention, que... mais Oui, mais sans plus. sans non plus. T'as Alors, vu, c'est- t'as vu nos vêtements, t'as vu tout ça, t'as dit oh là, eux, ils ont aucun scrupule sur la vie des autres. Allez, hop, je peux me mettre au-dessus sans problème. Alors ça, c'est pas grave. Si tu as faux, c'est pas toi qui as faux. Mais là, la croissance est arrêtée. Donc, on enlève celle-ci. Elle ne comptera pas dans les points. D'accord. Et on continue avec Talmo qui a mis 62%. Eh oui. Et oui, Bah oui, depuis que je suis influenceur, mes followers, tout ça, ça compte. ça compte. Leur Oui, avis forcément. compte, quoi. Et ben donc, là, on a 3 plaquettes qui se suivent. Ça nous fait 3 points. On marque sur la petite étoile 3 points pour se souvenir parce que au fur et à mesure, bien sûr, les points vont changer et on risque d'oublier. Et ça, on verra à la fin quelle harmonie on a entre nous. Donc, on récupère sa petite plaquette. C'est le grand truc, hein, ça, l'harmonie. Tu crois que Dans c'est certains un jeux, effet du il y moment avait- ça me fait penser à, comment il s'appelle celui-là, Affinity, Ah oui, ça où on teste aussi l'harmonie du groupe. Là, c'est toi, Damien, qui sera le premier joueur à placer ta plaquette. Combien d'applications sont installées sur votre téléphone? Alors, c'est à la louche, hein, on va pas aller vérifier. On va pas aller vérifier. Mais c'est à peu près, vous dites, oh là là, j'en ai, Alors, je pense.
Ne regardez pas le geste de ma main, hop, qui décrit un cercle complet. Et Et il je faut me pose préciser à tous les quelque auditeurs part. que le Encore sujet faut-il avoir un récurrent smartphone. du téléphone de Damien, C'est ça. et voilà, c'est. Je me mets là, en Personne- bord- Pour ceux qui connaissent, non mais. Tout le monde sait En désormais bord de qu'il a un table. Nokia jaune. Donc, Talmo, tu te places. C'est par rapport à des mains. C'est par rapport à Je Damien. veux me mettre au-dessus de Damien. Ok, Hop. C'est à moi. c'est à toi, Allez, je vais Florent. le mettre au-dessus de Talmo. Alors moi, je vais devoir placer le mien aussi. Je sais que j'en ai plus que Damien. Je pense en avoir plus que Talmo. Par contre, Ah. je ne sais pas quel Non. type d'application, quel type de téléphone un éditeur de jeu peut avoir. Est-ce qu'on a besoin de beaucoup d'applications ou est-ce que tu te dis non, je vais. C'est à surtout que tu as une l'essentiel. très bonne osmose avec tes deux collègues, c'est pour ça. ouais. Je vais quand même me mettre au-dessus parce que je pense que je fais partie de ceux qui en prennent et qui les déchargent pas, même s'ils ne les utilisent plus. Donc Damien, sans surprise, 112, on a dit. 0, 0, oui, effectivement, le téléphone de Damien ne supporte pas la moindre... Je suis même pas sûr qu'il prenne les SMS, pour dire. Enfin, en tout cas, il les prend, mais si on fait pas de smiley ou de choses En comme morse, il faut du C'est morse. ça. C'est ça. C'est le seul qui utilise encore les télégraphes. Talmo, tu as mis 15. 15%. Oui, il est resté sur le Ouais, non, pourcentage. 15. oui. 15, 15. une quinzaine d'applications, ça va. Je pense, ouais. C'est plutôt correct pour un C'est C'est téléphone. vrai, c'est raisonnable. Ouais, ouais. 25, ah oui, bah ça va aussi. Je trouve. Oui, ça veut dire que. Ça veut Il y en a dire beaucoup qu'on est plus, bon. ça. on Mais est oui, bon. c'est ça, parce qu'en fait, moi je compte, tu vois, il y a une application déjà pour tout ce qui est. Pour Gestion regarder des applications. les vidéos. J'ai une application quasiment par service de streaming. Oui. J'ai une application pour la télé. J'ai des applications pour YouTube. J'ai des applications pour tous les réseaux Ouais, sociaux. tous les réseaux sociaux. Des applications pour les jeux, les miens, ceux défis, les jeux de société qui sont à part, tout ça. Non, moi je pense que toi, 70, c'est pas trop mal. Waouh, On d'accord. n'est pas trop loin. Mais On en est plus, pas loin. voilà, comme je disais, il y en a que je n'utilise pas forcément, mais que je ne supprime pas non plus forcément. Donc là, on a un ensemble parfait de 4 points qui vont s'ajouter à nos 3 points précédents, ce qui fait 7. Merci de m'aider. Ah, oui. Je dois dire que. On voulait voir si t'allais t'en On voit sortir. qu'en 2023, il reste encore de la dinde un petit peu dans les hanches. Est-ce que 7 n'est pas un chiffre assez harmonieux et qu'on ne devrait pas s'arrêter là? Ah non, on va finir, on va en faire un dernier. Mais autant on va marquer 0 points sur ce truc-là, tu vois. Parce que 7, si on fait un sans faute, on est à 11. On est très près de 13 et là, ça va porter malheur, tu vois. Non, donc, non, c'est, je suis sûr que non. Allez, on retente un coup. On retente un coup, un petit dernier. Ouais, merci. Moi, je dis que la prochaine est un échec total. Tu penses? Ah ouais. Alors on va voir. Ouais. Une au hasard. À quel point aimeriez-vous devenir célèbre? De Entre- 0 à 100, là encore. Donc là, on peut y aller en pourcentage. À quel point aimeriez-vous devenir célèbre? Et on vous connaît, c'est pas la peine de mentir. hein. Hop. Alors, c'est le. Alors. Là. Et là, c'est toi, Talmo, qui va placer ta C'est plaquette. dur comme question. En parce premier. Que, Ah oui, c'est dur. parce que Brad Pitt est célèbre, mais Guy Georges aussi, quoi. C'est ça. Non, mais il y a des célèbres, pas pour des belles choses. C'est pas parce qu'on te connaît qu'on t'aime bien. Allez, tiens. Ah, tu penses que Talmo a plus Ouais. envie de devenir Ouais. célèbre que toi? Ah ouais, ouais. oui. Allez, moi je vais me Il a mettre vu que j'avais un gros ego. au-dessus Oui, de oui. Talmo. Oh, j'ai eu peur. Ouais, parce que toi, t'es le chef. T'es l'animateur de la. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc moi, Et donc, Pourvu comme que je j'ai joue mis en moins. dernier, moi j'ai le droit de. Non, toi tu places et c'est Talmo qui va pouvoir Ah oui, rebouger c'est sa plaquette. tellement, ouais. Ouais. Donc toi, tu te mets par rapport à nous. En haut ou en bas, je peux pas me. Si, si. tu peux te mettre Si, entre. Allez, allez là. Là. Tout ça pour te mettre tout, Monsieur tout en bas. Humilité. Ouais, Ouais. alors je vais me mettre là, tiens. Ah, ok, on a donc Florent, Damien, Talmo, Alexis. Talmo, tu as le droit de bouger ta plaquette si tu estimes que finalement Tu es tu trop connais célèbre. Damien et tu dis non, Damien il a plus Non, envie je pense moi. que c'est pas mal comme ça. Ouais, on vérifie comme ça. Mhm. Hop, Florent, devenir célèbre, 15%. Je suis mis bas quand même. Ouais, ça va. D'accord. C'est, Ah oui. Après, voilà, il faut le dire, éditeur de jeu, t'es bien parti pour rester à 15. Oui. Ah, c'est le but, c'est le but. c'est ça. C'est le but. T'es un peu le bassiste du groupe, quoi. C'est ça. C'est ça. Damien, 49. Ah, le mec, il Ouais, assume pas. il y a toi. du Il poids, va il y a pas du mettre poids. 50. Il dit j'aimerais bien, mais pas tant que ça, bof. Si ça marche sur un malentendu, pourquoi pas. Et puis sinon, on s'en fout. Ouais, d'accord.
Talmo, 60%. Ah ouais, tu parlais d'influenceurs, tout ça, et finalement, tu Moi prends j'ai un goût. gros boulard. Hein. Ah, mais on voit ça, Lui, C'est pour ça qu'il y a le. ouais, la qui casquette, garde la casquette. Ouais. Ok. Et moi, j'ai mis carrément 70%. Ouais, alors tu peux bien me donner la leçon. Mais moi, je savais, c'est pas, juste un c'est système. pas nouveau, tu vois. Moi, j'y vais, je prends tout ce qu'on peut, tout ce qu'on me donne, je le prends. 4 points, tu le disais tout à l'heure, qui vont s'ajouter au 7, ça fait 11. Donc, dans la boîte, normalement, on fait 8 tours comme ça, et suivant le nombre de joueurs, on arrive à un point et on regarde dans notre tableau à quel niveau on est en fait. Et on a un petit texte qui dit si on s'en sort bien, si on s'en sort pas très bien, s'il faut continuer, si l'harmonie existe ou pas. Donc voilà, c'est un petit jeu que je trouve plutôt sympa, plutôt fun. J'y ai joué avec des collègues de boulot, ça permet de lancer des sujets de conversation et de faire un petit brise-glace en fait. Des fois, suivant les gens avec qui on joue, c'était rigolo. J'ai joué avec une stagiaire qui n'était pas majeure. J'ai joué avec un collègue qui lui avait son permis et on a eu la question quelle était la valeur de l'objet le plus cher que vous avez cassé? Et donc forcément, quand tu casses une grosse bagnole à plus de 10 000 euros, quand quelqu'un n'a pas encore son permis, ça permet de lancer des discussions et de parler, de dire ah oui mais je savais pas, et voilà. Et des fois on se rend compte qu'on connaît pas si bien les gens qui sont autour de nous, tu vois. Je trouve que les jeux brise-glace, ça fait plusieurs fois qu'on en fait, s'adapte parce qu'il y a eu un temps où il fallait tous super bien se connaître, ou alors tu vexais les autres. Alors que là, les questions, sont pas très méchantes, en tout cas celles qu'on a tirées. Et même si tu connais pas les gens, déjà c'est de toi que tu vas parler sur ta fiche. Et même si tu connais pas les gens, tu vas, un petit peu. Au pire, tu dis allez, je me mets tout en dessous ou tout au-dessus. Tu peux jouer à ça sans trop. C'est une estimation, mais ça reste une estimation plutôt positive. Enfin, ils ont changé d'approche justement. Moi que toi, je veux être moins célèbre ou pas. Il y a des questions plus embarrassantes que ça. Alors, plus embarrassante. Dans celle-là, il n'y a rien de très embarrassant ou de très mature, on va dire. Il y a quelques questions, combien d'ex avez-vous eu, des choses comme ça. Mais il n'y a pas de questions d'ordre un peu sexuel ou qui pourraient faire... qui pourraient être tendancieux, ouais. Mais non, après, tu vois, tu as celle-là. À quel point aimez-vous les câlins? Mais tout le monde peut l'interpréter comme il veut. À quel âge avez-vous quitté le domicile familial? À quel point aimeriez-vous devenir membre d'une société secrète? Et après, ça permet d'enchaîner des débats aussi, parce que société secrète... Ça peut être embarrassant, par exemple. Oui, c'est quelqu'un que tu connais pas qui se met à transpirer, qui fait quoi? Mais pourquoi vous me posez cette question à moi, justement? Je suis obligé de marquer 99, mais je vais plutôt rester à 2. Non, tu vois, quelle année historique vous paraît la plus fascinante? Tu vas avoir du mal à choisir. Non, mais ça, c'est pareil, ça peut lancer des débats parce que t'en as qui vont parler. Là, il y a aussi, mais il y en a une qui me vient à l'esprit. On avait fait un quiz là-dessus. Mais c'est pas quand t'étais venu. La pire année du monde. La pire année du monde, 529, quelque chose comme ça, où il y a deux volcans qui ont cramé après un hiver, 2 années d'hiver complets à cause des retombées de poussière. Je pense qu'on est en début d'année, c'est le temps de faire table rase du passé. J'ai 3 applications. Il y a Snake, forcément, Twitter et Facebook, qui ne sont pas configurées, mais qui sont préinstallées sur le téléphone. Je ne sais pas si ça compte. Préinstallé sur ton Nokia. C'est des vraies applications ou c'est des sites internet cachés? Non, c'est la façade. Donc je change ma réponse de 0 à 3. Mais tu restes quand même tout en bas. Juste la petite housse que tu mets à ta ceinture et dans laquelle tu ranges ton Nokia, ce n'est pas une application, c'est juste une housse. J'ai l'application rangement, j'ai l'application éteindre, allumer, charger. Je peux téléphoner, voilà. Eh ben écoutez, nous en tout cas, je ne sais pas combien d'applications vous avez sur vos téléphones. Je vous laisse le temps de les compter. Pendant ce temps-là, nous, on va faire la première pause musicale de l'émission et juste après, on va revenir vers toi, Florent, pour discuter un petit peu de toutes les nouveautés de chez Nuts. Super. Alors, on vient de parler de Fun Facts, justement. On vient même d'y jouer. On va écouter Status Quo, parce que ça, au moins, c'est un fait. Ça, voilà, c'est un jeu de mots, parce que ça, au moins, that's a fact. Voilà, c'est tout. Pour une question de droit d'auteur et d'algorithme un peu borné parfois, les pauses musicales que vous entendrez dans 15 jours à la radio ne peuvent pas être diffusées sur la vidéo. À la place, on vous laisse avec cette petite musique d'ambiance et on vous retrouve très très vite. Toute l'équipe de Deludes et des Plumes vous retrouve dans moins de 3 minutes pour la suite de l'émission. D'ici là, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions en commentaire sur la page Facebook de cette vidéo. Un projet ludique à présenter, professionnel ou associatif ?
N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse jeplume, jeuplume, @gmail.com ou directement via Facebook, facebook.com/dldp56. Des ludes et des plumes, chaque 2e et 4e lundi du mois, 20h-22h sur Plume FM dans le Morbihan, le vendredi suivant dès 14h. Vous êtes en train de suivre l'enregistrement en direct de la prochaine émission de Des ludes et des plumes. Retour de l'antenne dès la fin de la pause musicale, dans moins de 2 minutes. Des ludes et des plumes, chaque mercredi sur FM 43 en Haute-Loire, chaque vendredi soir sur BLP Radio dans l'Essonne, le dimanche après-midi sur RIG à Bordeaux et le dimanche soir sur Évasion à Brest. Vous organisez un festival, une après-midi jeu ? L'équipe de Des ludes et des plumes propose aussi toute une gamme de prestations ludiques, des animations, des jeux, des escape games. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse jeplume, jeuplume, @gmail.com ou directement via Facebook, facebook.com/dldp56. Toute l'équipe de Des ludes et des plumes vous retrouve dans moins d'1 minute pour la suite de l'émission. D'ici là, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions en commentaire sur la page Facebook de cette vidéo. Des ludes et des plumes, la seule émission radioludique qu'on écoute jouer, c'est plus de 10 ans de présence à l'antenne de Plume FM pour parler avec nos invités en studio et au téléphone de l'actualité ludique locale et interplanétaire. Des ludes et des plumes, c'est également quand vous voulez en podcast sur radiobrace.net et les principales plateformes SoundCloud, iTunes, Google et Spotify. Retour de l'antenne dès la fin de la pause musicale dans quelques secondes. On vient d'écouter Status Quo, That's a Fact. Et ce qui est sûr, c'est que là, on va se tourner vers notre invité. On a bien joué dans Des ludes. Et tout de suite, c'est l'heure de l'interview de l'invité en studio. Toujours dans Des ludes et des plumes, effectivement, après cette pause musicale et ce jeu, il est temps de se tourner vers Florent, qui vient nous présenter un petit peu les nouveautés de chez Nuts. C'est un petit peu comme tous les ans. Alors nous, on prend vraiment plaisir à te recevoir, Florent, dans l'émission, parce qu'à chaque fois, chez Nuts, il y a un vrai, il y a un vrai panel de nouveautés. C'est toujours très hétéroclite dans ce que vous proposez, en fait. Varié, que ce soit parce qu'il y a des créations, des localisations, très variées. Ouais. Et là, c'est un gros peu. C'est pas un petit peu, c'est un gros peu cette année. Hein. Oui, il y en a beaucoup, c'est vrai. Après, ça arrive à différents moments dans l'année. Hein. Oui, bien sûr. Plus, voilà, mais oui, alors on va dire par ce qui vient juste de sortir. Ouais. C'est Inflexible Afrique du Nord. Je suis désolé, t'as le mot, c'est le plus loin. Tout va bien. Celui-là, il est sorti fin novembre, début décembre, hein, vraiment il y a 2 semaines, je crois. Voilà, le tout nouveau Inflexible, la suite d'Inflexible à Normandie. Et on est en cours de traduction, on finit la traduction de l'extension Renfort, qui rajoute des choses et à Normandie et à Afrique du Nord. C'est une extension qui est valable pour les deux, en fait. Alors en fait, c'est parce que, en gros, c'est scindé en deux. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a des véhicules qui vont pour Normandie, parce qu'il n'y en avait pas avant. Et il y a des nouveaux personnages, des nouveaux scénarios. Pour les deux, il y a un mode solo qui n'existait pas non plus, ni dans l'un ni dans l'autre. Donc voilà. Donc pour moi, c'est une extension qui est assez sympa, parce que voilà, plus de matériel et tout, mais aussi un mode solo. Et le fait que tu dises qu'Inflexible Afrique du Nord, c'est la suite de Normandie, est-ce que c'est deux jeux à part entière ou est-ce que c'est des jeux qui peuvent se combiner ? Oui, c'est un stand-alone, comme on dit en mauvais français. Mais ouais, tout à fait. C'est changement d'échelle. Il y a que, je crois, 2 petits tracks qui changent. Mais voilà, c'est très rapide à intégrer si on a joué à Normandie. Oui, mais on ne peut pas les mélanger. Non, mais ceux qui ont déjà joué au premier vont pas être surpris, vont retrouver beaucoup de similitudes. Oui. 5 minutes et vite rentrer dedans. Oui, complètement. Ouais.
Ce qui vient de sortir aussi, je crois que c'était début novembre, hein, c'est les extensions de la Guerre de l'Anneau. Donc, je vais aller vite sur cela parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais donc, la petite figurine de Sylvebarbe, le scénario alternatif, Le Destin des Rêveurs, et la plus grosse extension, le Seigneur de la Terre du Milieu, les Seigneurs de la Terre du Milieu, qui ajoute quelques personnages en plus, Elrond, Galadriel, et puis il y en a 8 en tout, hein, donc je ne cite pas tous. Et puis de l'autre côté, la bouche de Sauron, le Balrog, voilà. Donc, pas mal de petites choses. Pour les gens qui se disent « Ah là, mais ils sont pas là quand ils jouent au jeu », bah ça y est, en fait, là, tout à fait. On a fait quasiment le tour pour avoir tout le monde. C'est ça. Et on a le tapis géant qu'on nous demande régulièrement, qui, je ne sais plus quelle taille il fait, je crois 1m20 par 90, un truc assez gigantesque. Là est arrivé en entrepôt, donc il nous faut quand même 2 semaines pour les traiter, vérifier et tout. Donc tout début janvier, ce sera disponible. Ils sont livrés à plat, vous les roulez à la main un par un? Oui, en l'occurrence, oui. C'est vrai, ils sont tous arrivés à plat, en paquet de 50, je crois. Et on les envoie tous un par un. Donc on les défait tous, on vérifie tous un par un. Et vraiment. Parce que une chose, c'est vrai que je ne l'ai jamais forcément dite ici, mais on a notre propre entrepôt et on envoie nous-mêmes tous nos jeux qui sont commandés sur notre site, mais aussi tous ceux de précommande. Donc on a plusieurs jeux là qui sont en précommande sur notre site, et quand c'est envoyé aux gens, c'est nous qui les envoyons. C'est pas un tiers. Vous ne faites pas appel à des prestataires ou à des gens extérieurs. C'est l'équipe de Nuts qui s'y colle. Ça nous permet de, quand c'est qu'il y a une erreur, c'est notre pomme, forcément. Mais ça nous permet forcément de vérifier aussi ce qu'on envoie, quoi. Voilà. Au niveau des plateaux dont tu parles, au niveau de la dimension, on a vu que c'était énorme. Ils sont faits en quelle matière? Parce que moi, je me souviens à l'époque du jeu Seigneur de guerre, qui avait un plateau, mais c'était une bâche plastique, en fait, que tu finissais par plier en... Parce que alors là, j'en ai pas amené, mais d'habitude, j'ai très souvent celui de Saigon 75. Comme d'habitude, c'est du néoprène, comme les tapis de souris. Par contre, on a décidé... Alors, pour le tapis de la Guerre de l'Anneau, c'est pas nous qui l'avons fait. Donc, j'avoue que je me souviens plus quelle épaisseur il fait. Mais tous ceux qu'on fait nous, ils font 1 mm. C'est-à-dire la moitié moins qu'un tapis de souris classique. Parce que souvent, comme c'est les plus gros jeux, quand on les roule, sinon ça prend une place gigantesque. Ça semble pas épais du tout, mais comme tu as 1m80 à rouler, à la fin, tu as quand même un gros rouleau. Et pour avoir essayé, notamment avec Saigon 75, le fait de les plier, même longtemps, ça n'a pas d'effet. Non, ça les abîme pas. Moi, sincèrement, j'ai essayé avec Saigon 75. Donc la carte en néoprène doit être un A1. Et je l'ai laissé plier en 8 dans la boîte pendant 6 mois. Je pense un truc comme ça. Et parce qu'on en avait 2, on a laissé une comme ça. Je l'ai remise. Alors oui, on voyait les traits. On met un linge, on passe un coup de fer à repasser chaud et terminé. On voit plus rien. Voilà. Après, quand je dis chaud, faut pas que ce soit trop chaud. Oui, non, sinon tu niques ton tapis. Quand tu dis que tu en avais 2, c'était pour jouer à Saigon 150? C'est ça. C'est ça. T'es bon en calcul mental, c'est bien. Ensuite, quelque chose qui va intéresser les gens, parce que c'est notre prochain envoi. Notre prochain envoi, c'est Coops. Mais celui qui intéressera le plus les gens, c'est celui-là. Ah oui, celui qui fait beaucoup parler de lui, parce que les gens l'attendent. Et puis, il est très en retard, et voilà. Donc, en fait, il y a le jeu de base, et on vient de... Alors, on ne l'a pas reçu, il est au Havre, il est fini de dédouaner, et donc on va le recevoir, je pense, d'ici, 2 semaines, et on va l'envoyer mi-janvier, et donc on envoie aux backers, on envoie tout. Tout ce qu'ils ont commandé, on l'envoie. Par contre, je sais aussi qu'il y a certaines personnes qui ont reçu un mail moins sympathique, parce que je ne vais pas forcément épiloguer, mais l'éditeur anglais a de gros problèmes financiers, et en fait, il ne nous a pas envoyé la liste des backers complète. On l'a que jusqu'à juillet 2021, et donc il y a toute une partie et de l'argent et des noms des gens qu'on n'a pas. Que vous n'avez pas. Eh non. Donc on va l'envoyer à tous ceux qui ont fait... si vous y allez au culot. Mais non, parce qu'on demande une preuve, forcément. Et puis on a la liste. Mais, donc on va essayer, par contre, pour toutes les personnes qui ont précommandé ou commandé sur le site d'ITB, l'éditeur, après cette date-là, de juillet 2021, on va essayer de trouver une solution.
Mais voilà, ils sont peut-être nombreux, on n'en a aucune idée. Puis surtout, on n'a pas d'argent pour, quoi. En fait, ils n'ont pas été prévus du tout dans nos listes, et ni par ITB, ni quoi que ce soit. Bon, on fera du mieux possible. C'est-à-dire que là, dans ce que vous avez au Havre, dans les boîtes de Subterra 2, il n'y a il y a les quantités que pour juillet Non, 2020. parce qu'en fait, on a commandé beaucoup plus, parce qu'on se doute, comme ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'on fait tourner le proto, on se doute que le jeu va marcher, donc on en a beaucoup plus. Donc on peut se permettre aussi d'essayer de vendre une partie de ce stock-là qu'on aurait vendu normalement en boutique à plein prix, de le faire moins cher pour les gens qui ont malheureusement déjà perdu leur argent chez ITB, leur faire un prix proche du prix de prod pour que, bon, s'ils ont envie, voilà, ils n'aient pas tout perdu. Maintenant, voilà, on ne peut pas faire en dessous du prix de prod parce qu'il faut qu'on gagne notre vie non plus, mais aussi, mais... Non, puis vous y êtes pour rien. On y est pour rien, mais voilà, on est vraiment... Enfin, c'est pas du tout notre style d'arriver dans des embêtements comme ça, mais bon, voilà. Sachant que la majeure partie du conteneur contient des pop-it, parce que c'est quand même ça qui coûte le moins cher à produire et qui se vend le mieux dans les cours de récré à un prix exorbitant. Donc il n'y a pas de mystère, il faut bien gagner sa vie, quoi. Si on vend alors t'en parleras aux 2 ou 3 douaniers qui ont vérifié nos 2 containers, et puis eux ont rien vu, donc c'était bien caché. Mais effectivement, oui, tu disais que vous en aviez fait imprimer plus, et on sait que Subterra est attendu, enfin Subterra 2, parce que Subterra 1 a bien marché, il est toujours même encore recherché, enfin c'est un jeu qui tourne vraiment bien, et donc oui, la suite, je pense que c'était sans... Enfin, c'était un coup sûr. Oui, parce que c'est surtout qu'on l'a fait beaucoup jouer avant. À la limite, on ne l'aurait pas fait jouer avant, on serait toujours demandé est-ce que ça a marché et tout. Là, sincèrement, je pense qu'on l'a fait tourner dans tous les festivals majeurs de France. Bon, oui, on est... Enfin voilà, après, je sais pas, il y aura peut-être un cataclysme, voilà, mais en tout cas, on va le défendre du mieux possible, et on pense vraiment que c'est un bon jeu. Et aussi, je pense à ça parce que Talmo a les extensions en main, on pense aussi que les extensions apportent un vrai plus aussi. C'est pas juste des extensions pour dire que c'est des extensions. Elles sont plus grosses que celles de Subterra 1. Il y a plus de matériel dedans. Mais voilà, celle-là rouge qui s'appelle le réveil de Typhéon apporte un mode Overlord. Donc on peut jouer le méchant, ce qu'on ne pouvait pas faire dans Subterra 1. Et la lumière d'Arima ajoute aussi beaucoup de choses un peu plus positives en soi, les lumières. Et, voilà. Et donc, il y a aussi, pour terminer avec Subterra, il y a aussi en même temps la 4e et dernière extension de Subterra 1, qui s'appelle Incubation. Et à mon grand désespoir, il n'y aura pas de figurine pour celle-là. Simplement parce que ITB n'a pas payé ni les moules, ni les illustrations. Voilà. Et que en fait, dans tous ces fichiers, c'est moi qui ai terminé à prod, mais il n'y avait rien. Donc je ne pouvais pas l'inventer. C'est ça. Ouais. Voilà. Mais voilà, il y aura au moins cette extension-là. Pour les gens qui seraient intéressés, comme dans pas longtemps, il va y avoir le Festival de Cannes. Pour les jeux, est-ce que les jeux, alors notamment Subterra, qui reste le jeu peut-être un peu plus abordable, tout public, on va dire, il sera disponible, on pourra y jouer. Est-ce qu'on pourra éventuellement l'acheter? Parce qu'au niveau des... Oui, là, alors de mémoire, la sortie de Subterra 2, au moins le jeu de base, ce sera le 10 février. Sachant qu'on aura envoyé tout avant aux backers, et que même, alors ce ne sera pas le cas, mais même si on avait du retard et tout, les extensions par exemple ne sortiront que 1 mois plus tard. Ouais, d'accord. Qu'il n'y a pas les KS exclusifs et tout. Donc voilà, les backers ne seront pas lésés pour autant. Et je vous avoue qu'au bout de 3 ans d'attente, je ne suis pas mécontent d'avoir le jeu. De voir la finalité. Parce qu'il a failli pas voir le jour pas mal de fois, donc déjà c'est pas mal. C'est ça. Et par contre, toutes les exclusivités, on va dire KS, si c'est les figurines, les choses comme ça, ça c'est réservé aux backers, on ne pourra pas les trouver. Oui, alors il y a toute une série de KS exclusifs. On en a fait imprimer un peu plus. Qui sont disponibles sur notre site, mais voilà, c'est pas en quantité faramineuse. Donc, voilà, oui. C'est souvent, on va pas se leurrer, c'est souvent des choses esthétiques. J'essaie de réfléchir. Oui, c'est du fluff, des petites cartes en plus, des figurines, pas mal de figurines, des dés, parce que les gens aiment les dés, des dés sympathiques par ailleurs, mais voilà.
disponibles sur votre site, comme tu dis. Les caisses exclues, oui. Après, ouais, tout le reste, les figurines, oui, tout en boutique. Ouais. Et votre site, avant de finir de parler des jeux, des sorties, tout ça, Ouais. mais on va parler un petit peu du site aussi, parce que votre site a fait peau neuve. Vous avez fait, C'est vrai. vous avez créé la partie bon plan du site. Aussi, ouais. Alors on a essayé de faire un effort sur le site, en effet. Je remercie Claude d'ailleurs pour son aide là-dessus. En effet, et puis il y a une nouvelle section qui s'appelle Bon Plan, parce que dans une prod, très souvent, on a quelques jeux qui sont abîmés, ou même de la part du distributeur aussi, des exemplaires qui reviennent du magasin, voilà, qui ont des problèmes. Et donc on les vend à moins cher. Alors forcément, en fonction de l'état de la boîte. Bah oui. Avec l'expérience, on sait quasiment qu'il n'y a jamais de problème à l'intérieur de la boîte et que c'est toujours l'extérieur de la boîte qui a pris, mais les composants, quasi rien. Des fois l'insert en plastique, mais vraiment on peut jouer avec le jeu sans aucun problème. Oui, c'est ça, le matériel reste... Ah oui. Et en fait, l'idée de base, c'est quand on a eu notre gros problème sur la gare de l'Anneau. On a eu pas loin de 250 boîtes de cassées, des fois vraiment très cassées. Et en fait, on s'est dit, faut en faire quelque chose. Ouais, on peut pas s'asseoir dessus et le non, mettre à la poubelle. Non. Donc voilà, et au final, je crois qu'on en est rendu à, il doit nous en rester 30, 40, peut-être un peu moins. Et on s'est dit, il nous en reste quelques-uns. Il nous reste aussi quelques boîtes de Space Corp ou Fitna ou autre chose, des fois Mini-Rogue qui sont un petit peu cassées. Et pourquoi pas les vendre à 50, 60% moins cher. Non, mais c'est très très bien, ça reste dans une démarche, je dirais, écologique. On en parle souvent, on essaye de faire des efforts, de trouver des solutions, des astuces, plein de choses. Et on le voit ça de plus en plus, même dans le commerce. Tu sais, quand tu finis tes courses, regarde, les invendus, tu as un panier à 1 €, puis tu prends ce qu'il y a dedans. Ouais. Et là, c'est un peu le même principe. Ça veut dire qu'effectivement, sauf si tu es collectionneur ultra méticuleux et que tout est sous cloche chez toi, mais si les boîtes, comme tu dis, l'intérêt, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Si on peut jouer avec le matériel, avoir une boîte moins chère, ça permet de ne pas jeter, de ne pas stocker. Et ça permet à des gens qui n'auraient pas forcément fait l'acquisition de découvrir ou de se faire plaisir. Oui, puis donner à des associations aussi. Hein. Ouais. C'est vrai que des associations de joueurs, mais même des fois, comme on fait des jeux historiques, on est aussi contacté par des associations de joueurs un petit peu différentes, par exemple les sous-mariniers. Je sais que on a la frégate Asconite qui nous a contacté, tous les sous-mariniers de Toulon aussi qui jouent à nos jeux dans leurs sous-marins. Voilà, mais petite boîte bien remplie aussi chez Net. Et dans un sous-marin, t'as pas de place pour emmener civilisation. Non, mais tu vois, t'as Pime Island, on fait aussi des petits formats. Ah oui, petite boîte bien remplie. Ouais. C'est ce que j'allais dire. Quand ils viennent vous solliciter, c'est quel type de demande en fait? C'est pour c'est des jeux plutôt passe-partout parce qu'il n'y a pas beaucoup de place dans un sous-marin, ou c'est des jeux parce qu'on le sait que vous faites aussi beaucoup de jeux, l'armée s'en inspire ou des choses comme ça quand on fait sur des wargames. Non mais c'est pour faire je voudrais un jeu. Constats. Ouais, mais c'est ça pour faire. Vous avez un faire jeu des simulations, on sait pas. Sur le passage de la Manche entre un sous-marin, parce que je te dis qu'il passait pas le chalutier. Donc est-ce que vous avez malheureusement, alors si c'est les dons aux associations, ça va être des jeux. On va dire grand public entre guillemets. Voilà. D'accord. Après, il y a une autre branche de notre société que les gens connaissent pas forcément, qui est le Serious Game, pour lequel on fait aussi des jeux plus ou moins sur commande. Par exemple, si tu as le mot, tu viens le montrer, parce que je vais essayer de faire le lien. Notre prochain envoi demain, en l'occurrence, c'est Coops. Et Coop, c'est un jeu qui a été fait par trois officiers de Saint-Cyr, un de chaque arme, donc un infanterie, un cavalerie et un de la latte, et qui faisaient tous les trois leur formation en même temps, et qui se sont dit, on n'a pas d'outils pour faire nos manœuvres ou gérer nos manœuvres ensemble. Et donc ils ont créé quelque chose, et ils sont venus nous voir en disant... Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous le trouvez bon et tout? Et en fait, comme on avait déjà fait sur le même mode Urban Operations, avec un officier de l'armée de terre pour les combats en milieu urbain, on s'est dit, oui, votre jeu il est bon, donc essayons de faire la même chose pour ça. Voilà. Et donc là, je pense qu'en ayant parlé de Pime Island, Subterra et des jeux comme Coop, je pense qu'on a fait l'éventail. Ouais, c'est ça. On voit du petit jeu au jeu vraiment plus
plus particulier aux Wargames. Sur un jeu comme Coops, justement, quand les gens viennent voir, parce que Nuts a la double casquette aussi d'être créateur de jeux, en plus d'être localisateur, on va dire. C'est ça. Sur un jeu comme celui-là, donc des gens viennent vous voir, ils ont une idée, ils ont quelque chose qu'ils ont fait. Est-ce que, du coup, vous appropriez l'idée, enfin, vous travaillez avec eux en disant on va... c'est pas différent c'est pas différent d'une création de jeu de plateau. Après, l'expertise et là où on va emmener le jeu va être différente, tout en sachant que nous, on essaye quand même, comme pour Coops et Urban Ops, de garder un esprit. Il faut que le jeu serve en milieu professionnel. Oui. Et de l'autre côté, aussi en milieu ludique. C'est ça. Pour des joueurs. Alors que souvent, les serious games, on va les faire pour l'entreprise. Point. Et des fois, alors pas toujours, hein, mais des fois, le côté ludique est un peu moindre. C'est-à-dire que quand on l'emmène dans sa famille ou avec son cousin, ça va pas être super intéressant. Un gros tronchu. Là, nous, et Urban Ops et Coops, ça se veut bien pour les deux. Alors, il peut y avoir quelques adaptations, notamment au milieu pro, je pense, parce que des fois, il y a trop de détails. On veut aller un peu plus à l'essentiel. Souvent c'est ça, c'est qu'en fait il y a trop de détails. C'était ma question d'après, en fait, effectivement. Le fait d'avoir affaire à des professionnels qui veulent faire quelque part un outil à la base, des fois on a tendance à vouloir peut-être en mettre beaucoup en disant oui, mais ça c'est hyper important parce qu'il faut faire. Puis que tu dis oui, mais d'un point de vue ludique, en fait c'est pas hyper important finalement. Si on l'enlève, on s'en sort aussi. C'est ça le fameux coup de fil de oh là là, non, j'ai vu la maquette, rappelez les boîtes, il faut qu'on enlève la carte qui indique l'emplacement du plateau nucléaire français. C'est ça, c'était on ma en a question. trop mis. J'ai jeté cette On n'avait carte. pas le droit en fait, on n'avait pas le droit. Après, c'est ça l'intéressant de bosser avec des professionnels, c'est qu'en fait, eux savent jusqu'où on peut aller. Oui, c'est ça, c'est eux qui mettent les limites. Là, pour Coops, par exemple, on a bossé avec, alors je me souviens plus le nom exact, mais l'agence de photographie de l'armée de terre. Et en fait, ils nous ont bien dit, vous pouvez utiliser toutes les photos que vous voulez. Par contre, sur celle-là, vous effacez les cuissons. Sur celle-là, faut pas montrer le vidéo. Et donc voilà. Donc tu avais le cahier des charges. Et quand tu t'y tenais, du coup, on est au courant, on fait avec, et puis voilà. Voilà. Donc Coops. Je sais pas de combien de temps on dispose encore, mais vas-y, allons-y, le suivant. Alors si on continue dans les Saigon, donc ça, c'est après Subterra 2, on envoie celui-là aussi. Ça se veut être un jeu, pour ceux qui connaissent, comme 1775 ou 1812, donc des jeux assez rapides parce que ça va durer 1 heure. Et là, c'est sur la chute à la fin de la guerre du Vietnam, entre 73 et 75. Et ça... C'est très rapide, enfin pour un wargame en tout cas c'est très rapide, ça dure 1 heure et il y a un mode solo aussi, j'y pense. 2 camps très asymétriques entre le sud qui subit un peu plus mais qui a plein de troupes variées et le nord qui est un peu plus bulldozer qui rentre dedans et qui est assez fort. Très joli pion en bois. Ouais, tous des octogones pour le coup. Beaucoup de matos, et des étoiles. Et justement, quand on fait ce type de jeu, des wargames ou des choses comme ça, il y en a déjà quelques-uns qui existent. Quand on en crée des nouveaux, qu'est-ce qui va faire qu'on va s'attaquer plutôt à une période ou à quelque chose en particulier ? Est-ce que là, Saigon 75, est-ce que tu sais qu'il y a déjà un public qui va être intéressé par cette période-là ? Ou est-ce que c'est un pari ? Ou est-ce que c'est... alors, quelque chose qui vous intéresse, vous ? Ouais, il y a plusieurs choses. Faut que ça nous intéresse, nous. Voilà. Je pense que là, je savais que ça allait plaire aux Américains. Par contre, comme c'est la fin de la guerre, il n'y a plus d'Américains. C'est une guerre civile entre le Nord et le Sud. Mais voilà. Et la question que quasiment tous les joueurs américains nous disent, mais au fait, ils sont où les Américains ? On est où là ? Ah non, ils sont tous repartis. Non. Et pour répondre à ta question, je pense que le thème est important parce que faut quand même vendre le jeu. Bah oui. Mine de rien. Mais c'est le traitement. C'est-à-dire que là, par exemple, au lieu de faire toute la guerre du Vietnam, c'est juste la fin. Et que souvent, ça intrigue notamment les Américains en disant « Ah ouais, il y a eu quelque chose après ?» Ah, j'ai peut-être envie d'y jouer, alors c'est plutôt marrant. C'est-à-dire tu leur fais le petit goodies sur l'ambassade avec les gens qui montent dans l'hélicoptère. Voilà, vous avez ça, vous jouez avec ça dans un coin et vous laissez les autres faire le wargame sur après. C'est ça. Vous voyez le bordel ? Les gens gèrent après ce que vous avez. Il y a une vie après le départ des troupes américaines. En même temps arrive celui-là, alors qui est beaucoup plus
particulier dans le thème. J'essaye de prononcer le nom depuis tout à l'heure parce que je l'ai en face de moi. Ouais. Alors voilà, en français Ninive et c'est la même façon de prononcer en anglais, mais pas écrit pareil. Ninive. Donc c'est en français, en moderne, c'est Mossoul. D'accord. En fait, c'est donc un jeu 1-2 joueurs qui dure pas très longtemps non plus, qui dure 1h30, qui est un vrai wargame parce qu'il y a des blocs, des cartes, la boîte est très très remplie, mais ça dure pas très très longtemps. Et le thème est très particulier pour le coup. Il est sur la bataille de Mossoul, la dernière, entre les forces irakiennes qui encerclent Daesh. Et c'est la dernière bataille que livrera Daesh en tant que force complète. On va dire. D'accord. Et ça nous a été proposé par 2 étudiants de l'université de McGill à Montréal. Et leur professeur était un grand fan d'Urban Ops. Et il nous a dit, tiens, tenez, voilà le proto, dites-moi ce que vous en pensez. L'inspiration de base, c'est Urban Operations, mais ils sont allés très très loin dans une autre direction. On y a joué et c'est très 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 bien. La nouveauté pour un wargame, c'est de construire son armée de départ. C'est-à-dire qu'on a des unités de base et après, on a plein d'options. On a plein de cartes où on fait ce qu'on veut. On a 30 points et on achète des nouvelles tactiques, des renforts, ce qu'on veut. Et donc, il n'y a jamais une seule partie qui se ressemble, forcément. Ouais, parce qu'on va vouloir changer, on va vouloir justement faire... Essayer, expérimenter. Alors par contre, forcément, hein, c'est très guerrier parce que c'est un wargame. Mais le traitement est vraiment très très bon. On choisit au début une priorité et qui est cachée. Aller vite, faire le moins de pertes collatérales, donc sur les bâtiments, ou avoir le moins de pertes dans ses hommes. Daesh fait pareil. Et en fait, il y a un petit jeu à l'intérieur de la partie qui se crée parce que le joueur irakien va essayer, selon ses choix, de ne pas montrer son objectif final. Et Daesh, au contraire, va essayer de le deviner parce que s'il le devine, ça va doubler en fait les points qu'il va avoir. D'accord. Donc voilà, c'est juste, on va dire, c'est très important dans la partie, mais c'est très subtil parce qu'on ne va pas le découvrir tout de suite. On va le découvrir peut-être au milieu de partie, peut-être jamais. Ouais, il faut réussir à rester discret et à... Est-ce que c'est quelque chose que tu imagines, toi, de dire, tiens, faire de l'historique, mais aussi récent, en fait? Est-ce que ça t'est tombé dessus comme ça, sans que tu... Alors, en effet, ça m'a tombé dessus. Celui-là en particulier, mais en règle générale, te dire, l'historique récent, on va attendre qu'il y ait... Alors, par exemple, faire l'Ukraine, non. Il se trouve que je l'ai mis quelque part dessous. On va faire quelque chose de très récent, et là, c'est militant, pour le coup. Non, encore dessous. Encore dessous, c'est les feuilles. C'est les feuilles que j'ai dessous, en fait. C'est pas très très visuel, donc je m'en excuse, mais ouais, tu peux montrer un petit peu comme ça. En fait, on va faire un print and play, donc juste à imprimer, sur... Alors, le titre du jeu est I'm Not Afraid, parce que c'est sur la révolte en Biélorussie. Je vais dire en anglais Bélarus, mais en Biélorussie, et donc c'était en 2020. Et là, pour le coup, c'est plus militant, parce que voilà, on n'en parle plus, c'est comme si c'était terminé, ce qui est vrai, mais il y a quand même une grosse force d'opposition qui est maintenant en Pologne et en Lituanie. Et on a eu envie d'en parler. De remettre un petit peu en avant, enfin de refaire émerger ça. C'est ça. Après, on l'a fait, c'est un jeu de plateau, c'est-à-dire que c'est un placement de dés. Chacun des joueurs place des dés sur certains lieux qui apportent plus ou moins de bonus et tout. C'est pas un wargame au sens strict du terme. Voilà. Mais traiter de l'histoire récente, oui, c'est un exemple. Après, voilà, je ferai pas tout et n'importe quoi, ça c'est clair et net. Et pour faire du wargames ou pour faire du jeu historique, est-ce que il faut aimer plus le côté, on va dire, mécanique du jeu, ou est-ce qu'il faut aimer l'histoire? Alors forcément, je vais te dire les deux. Ce qui arrive souvent, et tant mieux, c'est que on espère réussir à faire apprendre aux gens beaucoup sur la période, le contexte et tout. On essaye toujours de mettre un livret historique avec, pour montrer, alors notamment Ninive, mais c'est vrai pour les autres, montrer le contexte. Et de plus en plus, on essaye aussi de mettre à l'intérieur des livres pour essayer de, les gens qui ont envie de creuser un peu le sujet, d'aller plus loin. Alors il y a certains sujets où les livres sont un peu meilleurs en anglais,
Mais on arrive quand même, la plupart du temps, à trouver de très bons livres en français aussi. Donc voilà. Des fois, c'est un peu... Pour Daesh, par exemple, c'est vrai qu'on s'est longtemps demandé. Et le jeu était tellement bon qu'on s'est dit non, voilà, ce serait dommage. En plus de ça, c'est la première fois, je pense, qu'il y a une femme qui fait un wargame. Parce qu'un des 2 étudiants était une étudiante. Il se trouve qu'elle est bretonne en plus, Juliette Le Ménaez. Et voilà, donc il y avait tout pour plaire. Alors, on va revenir vers toi parce que je sais qu'il y a encore d'autres choses sur la table. Il y a le jeu de cartes du Seigneur des Anneaux, War of the Ring. Il y a Resist, le jeu de résistance espagnol. Et Red Flag Over Paris. Mais ça, on va en parler juste après, si tu veux bien, parce que le temps avance malheureusement. Et il est déjà temps de faire la 2e pause musicale de l'émission. Effectivement, alors Talmo va revenir dans quelques minutes avec son quiz. Donc moi aussi, je vais un petit peu vous quizer. Je vais vous donner les paroles d'une chanson post-apocalyptique. Et vous allez deviner l'interprète. Alors c'est ou français ou traduit en français. Je ne vais pas m'aventurer là-dedans. J'ai dormi dans les ruines, perdu au cœur de l'ancienne cité, cachant mon sang aux ombres affamées, prêt à vivre et tuer pour survivre. Mylène Farmer. Non. Alors attention, on est dans on est dans le héros post-apocalyptique. Talmo, totalement dans ton quiz. Mais ça peut être Johnny alors. C'est Johnny avec le survivant dans Des luttes et des plumes. J'ai bossé mon sujet. Pour une question de droit d'auteur et d'algorithme un peu borné parfois, les pauses musicales que vous entendrez dans 15 jours à la radio ne peuvent pas être diffusées sur la vidéo. À la place, on vous laisse avec cette petite musique d'ambiance et on vous retrouve très très vite. Toute l'équipe de Des luttes et des plumes vous retrouve dans moins de 3 minutes pour la suite de l'émission. D'ici là, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions en commentaire sur la page Facebook de cette vidéo. Un projet ludique à présenter, professionnel ou associatif? N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse jeplume, JEUPLUM, @gmail.com ou directement via Facebook, facebook.com/DLDP56. Des luttes et des plumes, chaque 2e et 4e lundi du mois, 20h-22h sur Plume FM dans le Morbihan, le vendredi suivant dès 14h. Vous êtes en train de suivre l'enregistrement en direct de la prochaine émission de Des luttes et des plumes. Retour de l'antenne dès la fin de la pause musicale, dans moins de 2 minutes. Des luttes et des plumes, chaque mercredi sur FM 43 en Haute-Loire, chaque vendredi soir sur BLP Radio dans l'Essonne, le dimanche après-midi sur RIG à Bordeaux et le dimanche soir sur Évasion à Brest. Vous organisez un festival, une après-midi jeu? L'équipe de Des luttes et des plumes propose aussi toute une gamme de prestations ludiques, des animations, des jeux, des escape games. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse jeplume, JEUPLUM, @gmail.com ou directement via Facebook, facebook.com/DLDP56. Toute l'équipe de Des luttes et des plumes vous retrouve dans moins d'1 minute pour la suite de l'émission. D'ici là, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions en commentaire sur la page Facebook de cette vidéo. Des luttes et des plumes, la seule émission radioludique qu'on écoute jouer, c'est plus de 10 ans de présence à l'antenne de Plume FM pour parler avec nos invités en studio et au téléphone de l'actualité ludique locale et interplanétaire. Des luttes et des plumes,
C'est également quand vous voulez en podcast sur radiobrace.net et les principales plateformes SoundCloud, iTunes, Google et Spotify. Retour de l'antenne dès la fin de la pause musicale dans quelques secondes. On vient d'écouter le premier des post-apocalyptiques, survivants parmi les survivants. D'ailleurs, il était au cinéma il y a quelques jours pour son concert à Bercy. Où il s'est dit, tant qu'à faire Indochine, ça a marché, je vais moi aussi ressortir un film. Enfin, comment il a fait, on ne sait pas. Il est peut-être revenu entre les morts. C'était Johnny, bien sûr, le survivant dans Des Ludes et des Plumes. Déjà la moitié de l'émission dans Des Ludes et des Plumes. Et tout de suite, c'est l'heure de faire parler nos chroniqueurs. Toujours dans Des Luttes et des Plumes, effectivement, déjà la moitié de l'émission. On a papoté avec Florent, on a parlé un petit peu de toutes les nouveautés de chez Nuts, des choses qui sont déjà dans les boutiques à l'heure où vous nous écoutez à la radio, des choses qui vont arriver. Et dans les choses qui vont arriver, on n'espère pas, il y a ce dont va nous parler Talmo dans son quiz, parce que je crois qu'on est toujours un petit peu sur le monde post-apo. Tu as la question? Qu'écoutais-je? Tu as la réponse? Qu'entendis-je? Tu as le mot? Qu'ouis-je? Tu as le mot? Qu'ouis-je? T'as le mot? Quiz! T'as le mot? Quiz! Attention, la consommation régulière de LSD et d'alcool artisanal peuvent entraîner des situations gênantes. Si vous en êtes témoin, n'intervenez pas. Enregistrez la scène et envoyez-nous tout ça, on pourra toujours en faire un jingle. Merci Damien. Post-apocalyptique, troisième et dernière partie. Imaginez, intérieur jour, une cabane en tôle ondulée. Un homme s'approche. Kawachongali, étranger. Dans le futur, ça veut dire bonjour, étranger. L'enfant t'a retrouvé inanimé dans les terres désolées. Là, il y a un enfant sauvage un peu sale qui se cache derrière une pile de pneus. Et Saraya a pris soin de toi. Et là, il y a une femme qui apporte une carafe d'eau et qui la verse dans un bout d'enjoliveur creux. Nous sommes les mercenaires gladiateurs du futur de la désespérance irradiante mécanique et nous te souhaitons la bienvenue sur nos terres. Tant que tu seras notre hôte, tu pourras te nourrir de nos hamburgers de rat et boire notre eau boueuse. Voilà, ça vous plaît? C'est moi qui l'écris. Hop là, on ne va pas se cacher. Après Mad Max, le genre post-apo va partir en roue libre, tel une R16 sans carrosserie dévalant les pentes d'une carrière abandonnée. Voilà le résultat. George Miller nous dessine une apocalypse tout en rugissement de moteur, désespérance totale et poursuite à la nitro. Et voilà qu'arrivent d'Italie et de France des opportunistes qui vont inventer, en se mettant à plusieurs bien sûr, l'apocalypse nanarde. Et devinez qui de nos artistes va brillamment s'illustrer dans le monde d'après? C'est Johnny! Et comment s'appelle cette tournée 1982? Je vous donne 3 choix et vous trouvez le bon: le Diesel Tour, le Fracas Mécanique, le Mad Max Tour ou Kawachongali International Apocalyptic Show. Moi je dirais le Fracas Mécanique. Le Diesel Tour. J'aurais bien dit le Fracas Mécanique. Ouais. Eh ben vous avez faux, c'est Mad Max Tour, pas de soucis, copyright mon cul, droit d'auteur, fuck off. Faut avouer que pour Johnny, ça sonne mieux que le Gremlins Tour ou Rox et Rookie. Bon bref, si vous êtes intéressé, vous pouvez en voir un bout sur Dailymotion bien sûr. Pas si, mais pas sur YouTube, sur Dailymotion. Alors c'est le YouTube français, donc si vous y allez, emmenez des quittances de loyer et puis votre livret de famille. Parce que sinon vous avez des pubs, etc. Il est tellement bien Dailymotion que tu as des films entiers, mais limite déjà en salle. Mais personne vérifie tellement. C'est mieux planqué que sur Mega Upload, tout ça, Dailymotion. Quoi. Alors, allez voir ça donc sur Dailymotion. Vous raterez rien des épaulettes cloutées de Johnny, des bagarres à la hache et à la tronçonneuse dans lesquelles, il paraît-il, il cassait les dents des cascadeurs gladiateurs du futur et même il vomissait son steak tartare sur scène. Oui, c'est vrai, ils l'ont raconté. Ouais, c'est des bonhommes comme Johnny, ça mange du steak tartare. Soyez pas ça, bande de lopettes carottophages. Alors, sur quelle voix off apparaît Johnny au début de son Mad Max Tour? Je vous fais les 3 propositions, vous me dites laquelle est la bonne. Dans le désert stérile et rouillé, un homme apparaît dans le fracas assourdissant d'un moteur. C'est Johnny Crazy.
Ou alors, au cours de la nuit des 2 lunes, un homme seul revient du domaine des ombres. C'est le survivant. Ou bien, la folie des hommes a précipité l'ancien monde dans l'histoire. À présent, c'est la loi du monde dévasté qui s'impose. Un homme pourtant se dresse dans le sable et les vents radioactifs. Il est seul, il est le manchot. Alors lequel d'après vous? Alors il y a des auditeurs qui en jouent fait, en direct vous- sur internet, donc je leur laisse un petit peu le temps de répondre, voir Ouais. s'ils ont la réponse. Tout à l'heure, on avait une réponse sur Diesel Tour, quelqu'un qui dit ah zut. Ah ouais, mais non, c'est pas c'était Ouais. pas mal, hein. Alors moi je dirais, dans cela, je pense la première, parce qu'il y a trop de trucs, c'est dans la, il y a radioactif. Dans le il y a troisième, des choses- ouais, ça dans c'est le troisième, et dans le troisième est deuxième pas aussi, il y a crédible. des Ah mots ouais qui font un peu peur. Ah ben faux, c'était bien le deuxième. Le premier, c'est moi qui l'ai inventé. Hein. Au cours de Bon la nuit écrivain. des 2 lunes. Alors je sais pas tellement. à C'est quoi pour ça, tu voilà. vois, c'était ces trucs-là. Où je Ouais, mais ça fait me dis, foireux. Ouais, mais à Hein part sous ecstasy ou. En même temps, c'est Johnny, pourquoi pas, ok. Alors, Johnny, super fan, va s'autoproduire son Mad Max à lui avec l'excellent Jürgen Prochnow. Vous voyez qui Qui c'est, joue dans hein. Dune. Alors, pas le Jürgen Prochnow de Dune, Un ni homonyme. le Jürgen Prochnow d'une existe. saison blanche et sèche, qui sont des bons films. Ni de Mais plutôt La le Forteresse Jürgen Noire. Prochnow de House of the Dead et des épisodes de Tatort dans Ah lequel ouais. il jouait également. Mais qui était la direction artistique de Terminus, le Mad Max autoproduit par Ils Johnny? avaient oublié de Enki d'engager Bilal, quelqu'un. Moebius, Jeunet et Caro ou Luc Besson? Répète. Quelle année 1982 de mémoire. Ah bah Ou Besson. 85, Jeunet, je sais plus. Besson. Allez Besson. Bilal, Moebius, Jeunet et Caro ou Luc Besson? Ouais, Moebius. Le Moebius. pauvre. Ah non, je n'ai, mais non, il aurait pas fait ça. Non, mais Bilal, ça me semble pas mal en fait. Ouais. Eh Ouais, ouais. bah, bravo, Ouais, car Bilal. c'est Oh, Bilal. Il bravo. s'est caché après, il a bien évité de le dire. Il a effacé Mais son- c'est bien lui. À l'époque, effacé son nom il qui faisait pèse. tous ses dessins. C'est ça. Il faisait tous ses dessins en rouge. Il a fait, racheté- Non, moi c'est bleu. Moi, Il c'est a bleu, racheté c'est pas toutes moi. les VHS. C'est ça. Et qui a fait les costumes? Jean-Paul Gaultier, Paco Rabanne, Thierry Mugler ou la marque Waikiki? Oh, Paco Rabanne, non c'est ça, Ouais, c'est il ça, aurait c'est pu, ouais, ça ouais. a Alors, lancé, Ok, ça. non, c'est. Excusez-moi, Paco Rabanne, il a fait Barbarella. Et c'était autrement plus glamour. Alors c'est Waikiki. C'est pas Waikiki, non, c'est Thierry Mugler. Qui a fait après, je sais, il a fait des trucs en carrosserie de bagnole Non, et après, tout. il a rien fait parce que. Mais franchement, il s'est lui, c'est caché pareil, aussi. il s'en vante pas non plus. Hein. Assez parlé de notre idole des plus très jeunes d'ailleurs. Un autre monument du cinéma français, tour à tour instit, ou tenant le rôle principal de Pascal Delaporte dans Marie Pervenche. Vous voyez de qui je veux parler? Bah, L'Astit. Gérard Klein. Gérard Klein. Gérard Klein va Ouais. se faire une coupe mulet, puissance 10, hein, 40 cm selon Nanarland. 40 cm de coupe mulet pour interpréter le rôle de Diesel dans le film qui se nomme Diesel. Non mais je vous vois rire, mais quand on tient un concept, on le décline. Ouais, je comprends, Hein, je comprends. voilà, En même temps, hein. ils ont raison. Un chef-d'œuvre français du post-apo avec Agnès Soral dans le rôle de l'héroïne en salopette. Si le héros est Gérard Klein, vous l'aurez deviné, qui joue le méchant en blouson de cuir? Roland Blanche, Roland Terzieff de la Comédie Française, Richard Boringer ou Nils Sarelstrup? Alors, face à Gérard Klein en coupe moi, je dirais mulet. Boringer. Ouais, Commissaire ouais. Boringer, Oh. Boringer, non, Nils. on va le donner à Florent. C'est Boringer qui joue le méchant, mais en fait, les quatre jouent dans ce film. Oui, oui, un oui. piège. Roland Blanche, Laurent Terzieff, Richard Boringer et Nils Sarelstrup qui jouent un tueur à gages froid et sanguinaire. Ah, Quel veux dire, casting, mes tu veux dire amis, que hein. Nils Aristrup dans le film ne te regarde pas, te méprise. Ouais, ça doit Ouais. être ça. Ouais. C'est la même, photo de Nils Aristrup Oui. qu'ils remettent dans tous les films dans lesquels Dans le il joue. prophète, Voilà, c'est ça. un prophète. Ouais. Quel casting, mes amis. Quel casting de ouf. Bon, ils sont pas tous des méchants, il me semble, mais vu mon salaire actuel à la radio, je préfère ne pas prendre le risque inutile de regarder un film. À chaque pays, chaque culture, sa propre vision de la fin du monde. Italie, Philippines, United States of America en première ligne vont commettre les pires outrages au cinéma. Le plus important étant de remplir le cahier des charges. Carrière abandonnée, motocross, perfecto à clous, Ouais. canoncier, armure de foot américain. Voilà. Lequel de ces acteurs ne va pas
tourner dans un film post-apo? Et sauver sa carrière. David Carradine, Bah non. Robert Patrick, le méchant de Terminator 2, hein. Lou Ferrigno, qui joue Hulk dans la série, Ariel Dombal, Non. Venantino Venantini, qui joue le tueur italien dans Les Tontons Flingueurs, hein, qui est mort il n'y a pas très longtemps. Gian-Michael Vincent, inoubliable dans son rôle de supercoptère, les yeux plissés, la façon Clint Eastwood, ou Jacques Villeray, lequel n'a pas joué dans un film post-apocalyptique. David Carradine, Robert Patrick, Lou Ferrigno, Ariel Dombal, Venantino Moi, je Venantini, sens un piège, aucun. Yann-Michael Vincent ou Jacques Villeray. Alors moi j'attends la réponse de Guillaume Sandance parce qu'il a quand même donné quelques bonnes réponses. C'est vrai. là, donc, C'est parce qu'il va voir sur Google. Ouais. Ouais. Allez, Guillaume, moi aussi je vais les faire foirer tes jeux si J'ai tout bon, j'ai gagné une boîte. si tu me sabordes en direct. Bon, allez, je vous le donne, c'est Ariel Dombal. Et encore, je l'ai inventé, je suis pas allé vérifier parce que elle, c'est le post-apocalyptique en soi. Donc... Ouais. Ouais, c'est pour ça, moi j'étais sûr. J'étais sûr. Elle vit quand C'est même pour ça que j'ai avec dit aucun, hein. tout ça. Ouais, mais c'était pas mal. Et moi, j'étais Venantino sûr que- Venantini qui joue dans Les Nouveaux Barbares, un remake italien absolument horrible. Jacques Villeray joue dans Malville, qui lui n'est pas du tout un nanar, et ça je tiens à le préciser, c'est un très bon film français. Je suis Sur, sûr qu'on peut la- trouver avec Ariel Dombal. Si vous avez ça, Oui. n'hésitez pas à envoyer des commentaires avec des liens. Elle fait, oui, elle fait montrer des films que- totalement barrés, Ariel, donc, si ouais. tu nous écoutes. C'est ça, Ariel. Viens dans l'émission et présente ton film. Mais arrêtons de nous moquer. Il y aura aussi de bonnes productions. Deux jeunes réalisateurs vont clairement faire leurs armes dans ce cinéma de genre avant de briller dans d'autres cieux français. Deux jeunes réalisateurs français. Vous avez les noms? Non. C'est ridicule, en plus, je vous les ai donnés tout à l'heure. Ouais, parce que Besson. Oui. Besson. Besson avec Le Dernier Combat, Jeunet et Caro avec Ouais, Le Jeunet. Bunker de la Dernière Rafale. Ce sera leur premier court-métrage qui seront tous les deux dans des mondes post-apocalyptiques. Mais dans le post-apo, tout n'a pas été dit par George Miller et le genre va s'effondrer en dehors des clichés désert, masque à gaz, voiture à piquant. On trouvera pêle-mêle des variations du genre. À vous de me les trouver. Un post-apo western dans une Amérique dévastée par des guerres civiles qu'on appelle la Grande Lessive. Une BD exceptionnelle, une série plus que foireuse, un post-apo très typé et original. Alex, tu me déçois, je pensais que tu Je l'aurais cherche. immédiatement. Une série plus que foireuse avec Luc Perry. Ah, Jérémia. Jérémia, la BD d'Herman est Ah, vraiment... mais Oh, non, j'y mais étais moi, pas, mais moi j'étais extraordinaire. dans... En effet, Mais, en Je pensais effet. que c'était la BD qui était une série plus que foireuse. Ah non, Ah pardon. non. Ah non, très Ah oui, bonne, j'aurais série mieux... BD. D'accord, bah, je Bah, ferai je plus connaissais pas attention. non plus. Non, non. mais, La bande dessinée est extraordinaire. Des bateaux à la place des bagnoles dans... Waterworld. Ouais. Des postiers à la place des survivants de l'extrême dans... The Postman. Ouais. Tu me fais ma Kevin Costner suite. Allez, vas-y, je suis prêt. Une fin du monde lente, déprimante et inexpliquée dans un best-seller de, je ne sais plus, Harrison, je crois, et un film ultra dur à ne pas mettre entre toutes les mains, avec Viggo Mortensen qui pousse un caddie, il emmène son enfant, La route. la non, route. ouais, ça, la route. Une apocalypse post-nucléaire, mélange de design 50s et de punk attitude dans le jeu vidéo. Oh, il y en a plein. Apparition du diesel punk et ou rétrofuturisme. Sega. Je pensais à Fallout. pub. Ah, Fallout. ouais. Fallout. Ouais, ouais. Hein. Un futur dévasté et reconstruit ou envahi par des champignons géants et meurtriers chez un grand auteur de manga J'allais japonais, dire c'est Nausicaa. Nausicaa, et Le Château dans le ciel aussi. Et post-apocalyptique, puisqu'il y a des vestiges et Nausicaa qui est et très très Nausicaa, proche de la première version de Dune, la toute première, celle qui est sortie en magazine, pas celle qui a été réécrite pour le bouquin qu'on connaît, mais la toute première qui est sortie en magazine où il y a ce côté, je passe à travers le sable, j'arrive dans des grottes où il y a des champignons, enfin voilà, l'épice était plus présentée comme ça, c'est assez similaire quoi. Ah, ils ont triché sur nos Et d'ailleurs, l'histoire des champignons meurtriers qu'on trouve dans Nausicaa, petite dédicace à mon ami Yann, on le trouve également dans Last of Us. On le trouve dans tes omelettes. Dédicace Yann, on mangera plus chez toi. Allez, un néo-Tokyo psycho-techno-mystique. Les derniers tomes sont pour moi des références de la BD. Akira. Une menace bactériologique et des voyages dans le temps. L'armée des 12 singes. Ouais, et la jetée
Des animés plus doux, où des héros sont des robots qui nettoient la terre, et qui rangent tout ce qui est cassé. Wall-E, ou des poupées. Ah ouais. Numéro 9, produit par Oui. Tim Burton. Un train filant à grande vitesse dans un monde devenu glaciaire. Personnage. Et une princesse punk sur un char d'assaut. Il est pour Tank toi Girl. celui-là, Alexis. Tank Girl. Le genre fait encore florès. Hein. 2 Mad Max coup sur coup là, ces années. Y le dernier homme, le fils de l'homme s'invente dans le MCU. Le fils de l'homme et le post-apo qui s'invite dans le MCU de Marvel, chez DC, Batman, Apocalypse. Hélas, dans un sens, car nos angoisses alimentent des productions toujours plus radicales et violentes. Qu'elles soient nucléaires, bactériologiques, extraterrestres ou zombies, la fin du monde nous fascine, nous prépare peut-être, pour qui veut bien y croire, à vivre dans un environnement redevenu hostile. J'espère sincèrement que Furiosa, le 5e film de la série Mad Max actuellement en tournage avec Anna Taylor-Joy, nous apportera quelques réponses. Dans tous les cas de figure, s'il y a bien un enseignement sombre et pessimiste que toutes ces œuvres nous proposent, c'est qu'il n'y a pas de limite au penchant autodestructeur de l'être humain, que rien ne lui sert de leçon. Et dans ce désert de sable et de violence, ceux qui survivent restent quand même ceux qui savent rester humains, comme Max, ceux qui protègent et refusent la domination brutale tout en reconstruisant un monde de liens et d'entraide. Je n'ai pas encore parlé du survivalisme, ni de ses excès les plus dérangeants. Eh bien, je ne le ferai pas, mais je leur prodigue généreusement ce conseil de Ken le survivant. En étant proche de demain, un nouvel ordre est en place. L'innocence n'a aucune chance. Seul le chevalier de Vega peut ramener la paix. Merci et Kawachungali à vous, étrangers des déserts mécaniques. Merci beaucoup, Talbot. Kawachungali à toi, Talbot. Pour ce quiz post-apo, cette 3e partie du quiz post-apo. Là, je pense qu'on a fait le tour, effectivement. Hâte de voir sur quoi tu vas partir maintenant pour un truc continuer, léger, 2023. Equestria, enfin, tu vois, les petits poneys ou quelque chose comme ça. Je vois très bien, je vois très bien. Et ben nous, on va rester dans le léger, pas si léger, pas forcément post-apo, mais pas loin non plus, puisque ça va être le moment de parler, de faire des reviews, notamment des reviews BD. Et la première BD dont je vais vous parler ce soir s'appelle Moon Eaters. Moon Eaters, c'est une BD. Alors, au scénario et au dessin, on va retrouver Victor Santos. C'est édité chez Spaceman Project. On est encore sur un genre qui peut nous déstabiliser au premier abord. Jeune auteur espagnol, on voit de suite que les codes qu'on connaît en BD franco-belge sont présents, mais quand même bien dissimulés. À sa sortie de prison, Tommy Blackfoot récupère sa voiture et de l'argent pour vite rejoindre June au Hellmore's Motel. Une nana qu'il a connue grâce à un service de mise en relation entre femmes et détenus. Le motel est isolé et dépourvu de clients, à l'exception de ce couple qui ne veut pas perdre de temps. Cependant, Pete Twice, un gardien de la prison, a suivi Tommy dès qu'il a mis les pieds dehors. Il est en contact permanent avec un dénommé Charles Rouge. Celui-ci a un vieux compte à régler avec l'ancien détenu. Inquiet de ne pas voir arriver à temps Rouge et sa bande, Pete s'introduit dans la chambre où dort le couple. Mais il s'y prend mal et découvert finalement blessé. Rouge débarque alors, pas tout seul. Pris au piège, le couple doit désormais lutter pour survivre au milieu d'un jeu du chat et de la souris dans lequel personne n'est ce qu'il prétend être. Alors, cette BD a été issue d'un participatif, hein, ça se fait de plus en plus aussi. On retrouve pour tout type de médias, je dirais. Et pour la BD, ça se fait de plus en plus avec une page de remerciements pour tout le monde. Donc, tu as ton nom qui apparaît dans la BD. C'est toujours gratifiant. Et j'avoue que le noir et blanc assumé et les traits des personnages oscillant entre un peu taillés à la serpe et plutôt anguleux ne correspondent pas à ce que moi j'aime au premier abord. Je suis content de m'être forcé parce que j'ai vraiment bien aimé. Alors, on est dans une histoire gigogne, hein, avec plusieurs couches. Un petit peu comme le film Une journée en enfer. Ça commence soft et réaliste, et ça nous prend par la main pour nous emmener où il faut. Ça défouraille, ça bézouille, ça surprend, ça enfonce des portes ouvertes, mais ça laisse pas de questions en suspens. Alors oui, le trait est parfois surprenant, les proportions sont pas toujours tip-top, mais moi j'ai aimé. Un petit plaisir coupable, cette BD, un petit peu comme un bon piège de cristal au moment des fêtes, tu vois. Alors. Ensuite, je vais vous présenter une série. Alors, il y a les 4 tomes. On en a déjà parlé dans l'émission, au moment de la sortie du tome 1. C'est une série de Jacques Lamontagne, qui lui a fait des séries comme Aspic, Détective de l'étrange, Wild Waste ou Les Druides. Au scénario et au dessin, c'est lui. C'est édité chez Kenes Éditions. Donc, je vous l'ai dit, on en a déjà parlé dans l'émission au moment de la sortie du tome 1.
On en est à la 4e aventure de ce duo improbable. Souvenez-vous de cette ambiance un petit peu buddy movie, tu sais, avec ce libraire hypocondriaque, mais apportant la matière grise manquante à cet ancien docker. Tout est dit, grosse cervelle, gros muscles pour des histoires avec des quiproquos et des situations cocasses. Au fil des albums, on va résoudre des meurtres en pleine rue, en pleine croisière, on va retrouver des gens disparus, ou comme pour ce dernier tome, il va falloir retrouver le véritable meurtrier afin de blanchir une vieille connaissance. Bien sûr, on retrouve tous les éléments d'un bon polar, des retournements de situation, des fausses pistes. Moi, j'aime me prêter au jeu du détective, tu sais, essayer de trouver la solution avant que l'auteur nous la divulgue. Et là, c'est un petit peu le point faible de cette série. On ne peut pas résoudre l'affaire, parce que Felton et Shelter voient des choses que nous ne voyons pas. Par exemple, ils passent dans une cuisine et puis plus tard dans l'histoire, ils diront « Oui, mais tu sais, j'ai vu que le sachet de thé utilisé était de telle marque, donc... » Bon, pas de spoil, hein, cette situation n'existe pas, mais ça illustre bien le fait qu'il faut se laisser porter par l'histoire sans chercher à la devancer. Malgré tout, je prends plaisir à chaque fois à retrouver ces deux compères et à suivre leur querelle. Une bonne série pour petits et grands que je vous conseille. Puis voilà, le 4e tome vient juste de sortir, c'est parfait pour continuer la série. On peut les lire indifféremment. Voilà, si on tombe que sur le 4e et pas sur les anciens, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. L'intérêt du premier, c'est que ça met en place les personnages. Ils vont se découvrir, se rencontrer, faire leur lien, on va dire. Mais après, une fois que tu les as, tu peux les regarder dans n'importe quel ordre. Tu le prends comme ça et tu apprécies quand même, quoi. Exactement. Ça, c'était les reviews BD de l'émission, mais on va finir par les reviews jeux, parce qu'on aime bien en faire aussi, hein. Cette fois-ci, mais on va faire un petit peu d'écart à Nuts, on va présenter des jeux qui ne sont pas de chez toi. C'est cool. Puisque je vais vous parler par exemple de Splendor Duel. Splendor Duel, c'est un jeu de Bruno Catala, qu'on ne présente plus, hein, qui a fait Abyss, Five Tribes, King Domino, qui a fait Splendor Duel avec Marc-André, qui lui a fait Splendor, premier du nom, Barony, Majesty. C'est illustré par David Tosello, qui a illustré Orbis, Victorian Mastermind ou Zoran. Édité par les Space Cowboys, distribué par Asmodée aussi. Pour 2 joueurs, celle-là, on est dans un jeu à 2. À partir de 10 ans, pour des parties plutôt rapides d'une demi-heure. Alors, version A2 ne veut pas dire version allégée ou low cost, hein. Monsieur Catala a encore réussi l'exploit, qu'il avait déjà réalisé avec Seven Wonders Duel, de faire une version 2 joueurs intense et palpitante d'un jeu déjà solide. La recette n'est pas si simple pourtant. On garde tout ce qui est bon dans le jeu et on ajoute ce qui pourrait le rendre meilleur. On garde le principe de créer un moteur grâce auquel les jetons vont nous permettre d'acheter des cartes, qui elles-mêmes remplaceront les jetons et nous permettront de racheter des cartes. Donc plus j'ai de cartes et plus je peux en acheter. On a des cartes gemmes à acheter grâce à des jetons gemmes qu'on va récupérer sur le plateau central. Ces cartes peuvent avoir besoin de plusieurs combinaisons de couleurs. Je peux acheter une carte bleue avec 2 jetons verts et un rouge par exemple. Mais après, ma carte bleue, elle, vaudra pour un jeton bleu jusqu'à la fin du jeu. C'est ça le principe. On va avoir au centre de la table un plateau qui va représenter une spirale dans laquelle on va prendre les jetons qui se touchent uniquement s'ils permettent de former une ligne horizontale, verticale ou en diagonale. Donc en fait, ça va nous limiter dans les choix parce que les couleurs qui se touchent soit ne m'intéressent pas, soit forcément, au fur et à mesure, il va y avoir des trous sur le plateau. On pose les jetons ici, là, sur le plateau. C'est ça. En formant des lignes. En formant une ligne et après, on va les prendre au hasard, on va faire toute la spirale. Et puis moi, j'ai le droit de prendre les jetons, d'en prendre 3 ou 2 ou 1, mais que par ligne. Et après, il restera des trous sur le plateau. Alors, comme il reste des trous, pas de panique, hein, parce que je peux choisir au début de mon tour de remplir à nouveau le plateau en piochant au hasard dans le petit sac de nouvelles gemmes et en les disposant autour de la spirale. Je commence par le centre et je remonte et je remplis chaque trou comme ça jusqu'à ce que j'arrive à la fin du plateau. Alors, on va se dire, j'ai qu'à faire ça à chaque fois, comme ça j'ai toujours le choix. Mais non, parce que quand je fais ça, ça donne la possibilité à mon adversaire de piocher un jeton privilège qu'il pourra utiliser gratuitement à son tour. Ce jeton privilège que l'on pourra piocher également si l'adversaire prend 3 jetons de la même couleur. En ajoutant à cela le fait que les cartes que l'on va acheter possèdent également un petit pouvoir, hein, vont nous permettre de rejouer un tour, de prendre un jeton sur le plateau gratuitement ou de le voler à notre adversaire, de prendre un nouveau jeton privilège. Ça va ajouter une petite complexité en plus. Je peux réserver des cartes pour plus tard, prendre un jeton joker. Il va y avoir plusieurs conditions de victoire. On ne va pas gagner que si on a un certain nombre de points. On peut gagner parce que j'ai un certain nombre de points, parce que sur mes cartes, il y a un certain nombre de couronnes. On peut gagner de plein de façons différentes. La personne qui met fin au jeu donne un tour supplémentaire au joueur d'après, on va dire. Si bien que moi, je dis, tiens,
j'ai mes 15 points, j'ai fini. Et lui, grâce à un magnifique coup que je n'avais pas vu, réussit à faire 16 points et me la met bien profond parce que c'est lui qui va emporter la partie. Non, je vous dis, il est vraiment très très complet. Alors ceux qui connaissent déjà Splendor ne vont pas être perdus parce que c'est le même en plus tendu. Pour les autres, j'ai envie de dire que le seul défaut de cette version, c'est que c'est une version 2 joueurs et qu'il faut choisir en fait quels amis on n'invite plus à la soirée. Merci Alex, c'était très clair. Les autres peuvent patienter avec la boîte de Splendor normale. C'est ça. Et se languir qu'une des deux places. Je prends la gagne. Ouais, c'est ça. Tu mets la petite pièce là, Voilà, comme au c'est baby-foot. C'est moi le prochain. Tu mets C'est un moi petit qui thème joue. sur le bord. C'est fou parce qu'effectivement, comme Seven Wonders Duel ou même Architect, tu as des versions qui marchent très bien dans certaines configurations. 2 joueurs, Splendor à 2 et marche aussi. Mais voilà, on ajoute un mode de jeu. Ouais. En fait, on se dit qu'avec la boîte de base, on peut y jouer à 2. Mais avec la boîte 2 joueurs, on y joue à 2 avec vraiment des choses plus complètes. En fait. On a l'impression quand on joue à 2 à la version de base qu'on joue à un jeu plus allégé et que là, le jeu a vraiment été créé pour 2. Moi, je vais vous parler de Zombie Kids Flashback. Alors 2018, Flashback. Grâce à Zombie Kids Evolution, les enfants peuvent enfin goûter aux joies des hordes de morts vivants tout en savourant la douce frustration d'un jeu de type Legacy. 2023, Flashback toujours, c'est le nom du jeu cette fois-ci. 1 à 4 kids de 7 ans et plus qui vont coopérer dans des parties de 30 minutes par scénario, 3 inclus dans la boîte. Alors, Flashback Zombie Kids, le nouvel épisode du ZKLU, le Zombie Kids Ludic Universe. Et comme pour son petit frère Marvel, le Zombie Kids Ludic Universe n'a pas peur de rebooter ses licences. Les auteurs, on change et on recommence avec Baptiste Derez du Passe-Temps à Toulouse et Marc-Antoine Doyon d'Etu Game. Les illustrateurs, on change et on recommence avec Laure de Châteaubourg, Jennifer Mathy et Michel Verdu, 2 illustratrices et un illustrateur passés par ou présents dans la région toulousaine. C'est à demander pourquoi c'est pas Old Chap Game qui édite le jeu, mais généralement, quand je pose ce genre de questions comme ça, inopinées, Alex me regarde avec des gros yeux parce que j'ai mis les pieds dans le plat, pour une raison que j'ignore encore, et on perd des abonnés sur Facebook. Du coup, je vais plutôt dire, tiens, c'est à se demander si Québec n'a pas son ambassade dans la ville rose. Car oui, l'éditeur, ça change pas, c'est toujours le Scorpion masqué. Quant à l'histoire, comme dans tout bon reboot, on prend plus ou moins les mêmes et on change de point de vue. Et justement, question de point de vue, c'est toute la mécanique dont il va être question dans ce jeu d'enquête. Dans cet univers parallèle, l'école n'a pas été sauvée, les zombies sont entrés. Mais alors, qu'est-ce qui a foiré? Qu'est-ce qui vous a échappé? C'est ce que vous allez essayer de deviner en revivant, grâce à des cartes, 3 scènes, 3 instants figés du passé, en adoptant à chaque carte, le point de vue d'un personnage différent pour tenter de répondre à des questions. Par exemple, qu'est-ce qui a effrayé le chat? Carte numéro 1. Eh bien, vous voyez la scène par les yeux d'un petit garçon. Devant vous, il y a un zombie, qui est noté numéro 2, qui regarde au-dessus de votre tête. Et dans un coin, il y a une petite fille notée 3 qui regarde vers la droite. Vous prenez la carte numéro 2 et cette fois-ci, vous avez le point de vue du zombie. Et vous comprenez qu'au-dessus de votre tête, il y a le chat effrayé. En regardant la carte numéro 3, vous voyez ce que regardait la petite fille sur la droite. Eh bien, peut-être qu'elle était en train de regarder un gros chien qui aboie, qui a fait que le chat a été effrayé, il a sauté sur votre tête, etc., etc., etc. Le même instant figé par de multiples points de vue et ça permet de remonter d'un côté, d'aller de l'autre et de reconstituer comme ça la réponse au fur et à mesure des cartes. Alors à chaque scénario, on va faire la même chose, enchaîner les points de vue, répondre à des questions, découvrir des objets cachés grâce à des cartes spéciales et ainsi avancer dans l'histoire. Alors je m'arrête là dans la présentation pour ne pas divulgacher tout ce qu'on va révéler justement. Je vais plutôt vous parler de la partie qu'on a jouée avec mon fils. Alors sur la boîte il y a écrit 7+, ça tombe bien, il a tout juste 7+. Déjà le dessin c'est coloré, c'est attirant, c'est immersif tout en offrant quand même l'assurance de passer une nuit tranquille derrière parce que voilà les zombies, faudrait pas non plus qu'on ait besoin de passer la nuit dans la chambre à tenir la chandelle à un gamin qui peut plus fermer les yeux. Le système de jeu, ces cartes qu'on retourne au fur et à mesure
tout en ayant la possibilité de les avoir toutes face visible après au bout d'un moment sur la table, c'est plutôt cool. Ça permet de facilement passer de l'un à l'autre. On pourrait croire que ça fait peur au début cette profusion, mais en fait on se raconte l'histoire. On sait que c'est comme le plan d'une maison en fait, pour aller de là à là, tac tac tac, on passe. Nous de point de vue, on va passer à droite à gauche, mais on les a toutes sous les yeux, donc on peut revenir en arrière quand on s'est trompé et on sait là où on va chercher. Et pour l'anecdote, quand on a fait la partie démo de 5-6 cartes, et mon gamin là pour le coup il n'avait pas du tout accroché, il disait ah ouais d'accord ok c'est ça, mais dès qu'on est rentré dans la vraie partie, plus on retournait les cartes et plus il se régalait à voir comment les choses évoluaient, comment les cartes étaient liées entre elles, et ça lui faisait vraiment plaisir de comprendre l'intrigue. Si vous avez testé la démo et que vous sentez que ça peut plaire à votre enfant, il faut aller au-delà, parce que voilà, il a pas du tout accroché à la démo. Il a dit ah oui d'accord, il se passe, parce qu'il trouvait pas en fait. Il disait il va se passer ça, ah ben non il se passe pas ça du tout, et donc il a totalement largué. Moi j'ai adoré jouer avec lui déjà, parce que le thème, l'illustration, la mécanique, on était vraiment dedans tous les deux. Et par contre je sais pas s'il serait allé au bout sans adulte. Il est vraiment 7+, donc il est en tout début de jeu fait pour. Donc voilà, je pense que la présence de l'adulte était nécessaire pour le motiver, pour qu'on aille jusqu'au bout de l'histoire. Avec ça, moi je remets une pièce de plus dans le bocal qui dit que pour les jeux pour enfants actuels, ils sont mieux entre guillemets que les jeux d'avant, parce qu'ils sont plus fun pour les enfants, mais ils sont aussi plus fun pour les adultes, pour que ils ne se lassent pas pour jouer avec les enfants, un petit peu comme on dit aujourd'hui les Pixar. C'est chouette, on peut accompagner les enfants parce qu'il y a plein de références pour les adultes. Nous on se marre, eux ils se marrent. On a un petit peu la même chose dans les jeux pour enfants actuels. Alors qu'après 2h30 d'hypoglouton, t'es d'accord avec moi? T'as plus faim. On n'en peut plus. T'as plus faim, t'as des petites nuits blanches de partout dans la pièce. Ou le verger. Le croque-carotte, ça marche aussi. Croque-carotte. Et du coup, comme on est vraiment à la période charnière où les enfants ne jouent plus à leur jeu hypoglouton et croque-carotte, mais ils ne jouent pas encore au nôtre, ou alors avec des règles hyper adaptées, eh bien on joue tous ensemble à des jeux pour enfants modernes, et on y prend tous du plaisir, et ça c'est vraiment pas mal. Et le petit cadeau bonus, une fois les 3 scénars terminés, on décachette le cahier mystère et on peut rejouer aux 3 scénarios avec plein d'énigmes et plein de manières de voir les choses supplémentaires. Donc Flashback, Zombie Kids de Baptiste Derez et Marc-Antoine Doyon, illustré par Laure de Châteaubourg, Jennifer Maty et Michel Verdu, édité par le Scorpion Masqué, propriété d'Hachette, propriété de Lagardère, propriété de Vivendi, propriété de Bolloré. Donc merci à lui, parce que citer les auteurs c'est bien, mais n'oublions pas que les grands hommes sans qui le ruissellement ne serait pas possible. Moi je m'en fous, j'habite loin, toi t'habites un peu plus près, donc non seulement j'habite plus près, mais j'habite même là où il y a le berceau de la famille, donc moi non, je peux dire quand même. Mais bon. Donc Flashback Zombie Kids dans la gamme 22-25 €, ça reste dans le même niveau que ses prédécesseurs. Merci Damien. Merci beaucoup Damien. Merci. On va finir avec un dernier jeu, à savoir District Noir. District Noir, c'est un jeu de Nao Shinamura et Nobutake Dogen. Je me prie de m'excuser si jamais je fais quelques erreurs. C'est illustré par Vincent Rocher, édité par Spiral Édition, tout jeune éditeur qui vient d'être créé, la maison d'édition. Et donc c'est le premier jeu, c'est distribué par BlackRock, optimisé à 2 joueurs. De toute façon c'est un jeu à 2, encore une fois à partir de 10 ans pour des parties là, pareil, de 20-30 minutes. Alors là, on est carrément dans un jeu énervant. Énervant parce que c'est tellement simple et efficace qu'on se dit mais pourquoi personne n'y a pensé avant? 4 manches durant lesquelles on va soit poser des cartes de sa main sur la table, soit prendre les cartes qui sont présentes sur la table. Aussi simple que ça. On commence le jeu avec 2 cartes qui sont posées devant les joueurs, qui ont été pris aléatoirement dans la pioche. On a 5 cartes en main chacun, et chacun son tour, on va poser une carte, ou décider de ramasser les 5 dernières cartes de la ligne. Attention, je ne peux piocher qu'une fois par tour. Si j'attends trop, je risque de ne plus pouvoir récupérer les cartes qui m'intéressent, mais si j'attends pas assez, je récupère des trucs un peu bof-bof, et je laisse la possibilité à l'autre de venir piocher les cartes sur la table. Quand tout le monde a posé ses cartes, on en distribue à nouveau 5 et on commence le 2e tour. Je vous l'ai dit, on va faire 4 tours de jeu, donc on va pouvoir piocher 4 fois seulement pendant la partie. À nous d'optimiser notre tirage.
Car dans les cartes, il y en a certaines qui vont donner des points par majorité. Si j'ai le plus de cartes 8, j'aurai 8 points à la fin. D'autres qui vont donner des points immédiats, plus 2, paf, ça me donne 2 points supplémentaires. Certaines cartes vont enlever des points. Oh, j'ai récupéré le -3, mince. Ah. Et enfin, on a les fameuses 3 cartes qui représentent la ville et qui permettent, si on les possède toutes les 3, de remporter immédiatement la partie. Alors on est constamment confronté à des dilemmes à chacun de ces tours. Ah, si je pose ce 6, mon adversaire risque de prendre les cartes et de récupérer la majorité sur les 6. Mais si je pose cette carte négative, il ne voudra pas prendre. Mais comme j'ai moins de cartes que lui, je vais être obligé de prendre en premier. À moins qu'il n'ait ce 3e bâtiment en main et qu'il est obligé de retarder, étant donné que j'ai déjà les 2 autres devant moi. Tout est question de bluff, de prise de risque, de timing. Et dans le pire des cas, comme les parties sont très rapides, on peut facilement enchaîner avec une autre, puis une autre, puis une autre. Parce que ce jeu a un vrai goût de reviens-y. Voilà, un jeu. Ça, c'est bon signe en général pour un jeu. Ultra simple, simple ne voulant pas dire simpliste, qui s'enchaîne avec une fluidité en fait et une grosse complexité. Moi j'aime bien l'ambiance de ce jeu-là, le côté mafieux et tout. Il m'a rappelé quelque part aussi Speakeasy qui était sorti, qui était une adaptation d'un vieux jeu de stratégie où on était dans les bars clandestins, il fallait retrouver le bar clandestin de son adversaire. Voilà, je trouve qu'on est vraiment dans cette ambiance-là, un petit peu film de gangster et tout, et il y a un côté un petit peu cheap dans les cartes, mais c'est voulu quoi, c'est le design qui est comme ça et qui est vraiment très sympathique si on aime les films dans cette ambiance. Parce que c'est Spiral Edition qui a décidé de le thématiser comme ça, puisque à la base le jeu existait déjà, donc alors je pense que c'est au Japon si je ne me trompe pas. On va dire en Extrême-Orient pour être c'est ça, pour viser juste. Et il était thématisé avec Samouraï, Shogun et compagnie. Et il a été refait aussi, on peut le retrouver avec des fruits, des choses comme ça. Mais je pense que là, en fait, le côté mafieux, comme tu disais, ce côté un petit peu district noir, ça correspond plus à ce que nous, on connaît, à nos références. Et effectivement, ça donne un petit côté Al Capone, un petit côté je te regarde, tu me regardes, mais je sais que tu sais, que je sais, je vais prendre et je vais poser. Ce qui est rigolo, c'est qu'on a plein de jeux européens qui parlent du Japon médiéval. Ouais. Et que là, on a enfin un jeu japonais. Alors, on a eu Tokyo Highway Patrol, je sais pas, qui était assez chouette. Un petit jeu of the Diesel. Of the Diesel irradié. Et là, celui-là, on l'a rethématisé d'un truc culturellement. C'est de l'anti-appropriation culturelle, en fait. C'est ça. Alors après, il sera intéressant peut-être d'avoir Spiral Edition, de savoir pourquoi ces choix-là ont été faits. Il y a forcément il serait peut-être passé plus inaperçu avec des samouraïs. Peut-être. Je pense. Peut-être qu'il y avait aussi peut-être qu'au niveau des illustrateurs ou des illustrations. Peut-être le style graphique leur plaisait pas. Et ils se sont dit, tant qu'à refaire les illustrations. C'est rien. Tant qu'à faire les illustrations, changeons le thème, quoi. C'est tout à fait possible. Bah oui. En tout cas, ils ont bien fait parce que le thème colle très très bien. Les illustrations sont simples mais efficaces. Ouais. Et du coup, ça donne un jeu qui est lui-même simple et efficace que je vous conseille vraiment. District Noir, c'est vraiment le jeu qui en appelle une autre en fait. Pour citer Guillaume Sandance, je dirais un bon cadeau de Noël. Ah bah, tout à fait. Mais je ne voulais pas le dire parce que vous qui nous regardez ce soir, vous pouvez y penser, mais vous qui nous écoutez à la radio, Noël étant passé, ça sera pour Noël 2023. Ouais, mais je crois que c'est comme on a jusqu'au 31 pour dire bonne année, on a jusqu'au 25 janvier pour revendre ses propres cadeaux et racheter ceux qui plaisir. Voilà. Et ben alors faites ça, vraiment, vous ne serez pas déçus. Voilà, je m'y engage. Mais je rembourserai. Je m'y engage. Guillaume, tu dois... Après ces quelques reviews BD et jeux, il va être temps de faire la 3e pause musicale de l'émission. Allez, on reprend le même jeu. Vous êtes prêts ? On est dans du héros post-apocalyptique. Oh ouais. Je me demande s'ils riront quand je serai mort. Pourquoi me battre pour vivre si je vis juste pour me battre ? Pourquoi est-ce que je meurs de vivre si je vis juste pour mourir ? Oh non, je sais. Ça, c'est Jean-Claude Van Damme dans Cyborg. Non, c'est Mylène Farmer encore. Et c'est pas Jodie non plus, non. Alors ça, c'est pas en français, ça a été traduit. Mais ça a été traduit tel quel, certes, mais c'est les vraies paroles. Non. Pourquoi me battre sur héros quand je serai mort ? C'est américain. C'est pas lui, mais c'est son frère.
Ah bah c'est Frank Stallone Frank dans Stallone. Et oui. celui que j'ai posté tout à l'heure là. Oui, parce que sur les affiches, il y a la écrit vache, Stallone. le truc en de gros. Beverly Hills. Voilà. Hein Ici, il y a écrit Stallone en gros, mais il y a écrit Frank en tout petit, c'est son frère. Ouais, j'adore Mais ça. il est plus chanteur qu'acteur. Il a fait quelques Chanteur. albums. Il a fait pas mal de BO de films de son frère, les Rocky, les Saturday Ouais, Night c'est Fever, vrai. tout ça. Plus chanteur Et, qu'acteur. La David Hasselhoff alors. Non, lui, il est plus bourré que chanteur qu'acteur. Oui, c'est vrai. Et donc ça s'appelle, je reprends le titre quand même, ça s'appelle Frank Stallone. Non, lui, il s'appelle Frank Stallone et ça s'appelle Running. Oh, mais le son. Je vais entendre. Pour une question de droit d'auteur et d'algorithme un peu borné parfois, les pauses musicales que vous entendrez dans 15 jours à la radio ne peuvent pas être diffusées sur la vidéo. À la place, on vous laisse avec cette petite musique d'ambiance et on vous retrouve très très vite. Toute l'équipe de Deludes et des Plumes vous retrouve dans moins de 3 minutes pour la suite de l'émission. D'ici là, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions en commentaire sur la page Facebook de cette vidéo. Un projet ludique à présenter, professionnel ou associatif? N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse jeplume, jeuplume, @gmail.com ou directement via Facebook, facebook.com/dldp56. Des Ludes et des Plumes, chaque 2e et 4e lundi du mois, 20h-22h sur Plume FM dans le Morbihan, le vendredi suivant dès 14h. Vous êtes en train de suivre l'enregistrement en direct de la prochaine émission de Des Ludes et des Plumes. Retour de l'antenne dès la fin de la pause musicale, dans moins de 2 minutes. Des Ludes et des Plumes, chaque mercredi sur FM 43 en Haute-Loire, chaque vendredi soir sur BLP Radio dans l'Essonne, le dimanche après-midi sur RIG à Bordeaux et le dimanche soir sur Évasion à Brest. Vous organisez un festival, une après-midi jeu? L'équipe de Des Ludes et des Plumes propose aussi toute une gamme de prestations ludiques, des animations, des jeux, des escape games. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse jeplume, jeuplume, @gmail.com ou directement via Facebook, facebook.com/dldp56. Toute l'équipe de Des Ludes et des Plumes vous retrouve dans moins d'1 minute pour la suite de l'émission. D'ici là, n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions en commentaire sur la page Facebook de cette vidéo. Des Ludes et des Plumes, la seule émission radioludique qu'on écoute jouer, c'est plus de 10 ans de présence à l'antenne de Plume FM pour parler avec nos invités en studio et au téléphone de l'actualité ludique locale et interplanétaire. Des Ludes et des Plumes, c'est également quand vous voulez en podcast sur radiobrace.net et les principales plateformes SoundCloud, iTunes, Google et Spotify. Retour de l'antenne dès la fin de la pause musicale dans quelques secondes. C'est pas moi mon colonel, c'est mon frère. C'était Frank Stallone à l'instant avec Running. Dernière demi-heure, dernière ligne droite pour Des Ludes et des Plumes. Et tout de suite, c'est l'heure de vous dire ce qu'on avait encore à vous dire. Toujours dans Des Ludes et des Plumes, on attaque la dernière ligne droite de l'émission. Il est maintenant temps de se tourner à nouveau vers notre invité, vers Florent, qui est venu nous présenter les prochaines sorties de chez Nuts. On a fait déjà un petit tour de ce qui allait arriver, de ce qui était déjà arrivé. Il reste quelques jeux à nous présenter et à nous parler un petit peu aussi de ce qui va arriver après, ce qui n'est pas forcément encore sur la table. Oui, tout à fait. Alors, je pense que Space Shop Entreprise, c'est une extension.
Donc voilà, l'extension de Space Corp. Space Corp. C'est à la base un jeu de GMT, un jeu américain, qui explore la conquête spatiale à travers, en partant de la Terre jusqu'à très 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 loin. Et là, en fait, ça rajoute pas mal de plateaux pour les entreprises, parce qu'en fait, c'est vu d'un point de vue, alors qu'on peut dire très américain, voilà, la conquête de l'espace par des entreprises. Chaque entreprise va gagner de l'argent en fonction de jusqu'où elle va aller, qu'est-ce qu'elle va découvrir, Qu'elle va pouvoir apporter ou voilà. comment on va avoir besoin d'elle aussi. Exactement, exactement, en remplissant des contrats. Et là, on va dire que la principale nouveauté dans Space Corp, c'est qu'il va y avoir 14 plateaux joueurs, donc 14 entreprises différentes, alors que dans le jeu d'origine, les entreprises sont toutes les mêmes. D'accord. Là, elles vont chacune être différentes. Donc Ça crée une asymétrie. Oui, et les 14 sont vraiment très très différentes. Il y a un nouveau mode solo, parce que c'était déjà un jeu solo et multi. Ouais. Il y a un nouveau mode multi et un nouveau mode solo, le mode solo étant encore plus dur. D'accord. Je pense qu'il est déjà pas mal Parce dur, qu'il moi, à y mon avait avis. trop de gens qui arrivaient. Mais voilà. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils sont tous recto. Tous les plateaux sont recto verso, parce qu'il y a le mode solo et le mode multi sur, pour tous les. pour chaque entreprise. Voilà. Et à la base, j'en profite pour dire que c'est issu d'un livre qui, à mon avis, est assez inconnu. Il faudrait que je me renseigne complètement, parce que j'ai appris il n'y a pas longtemps que donc l'auteur du jeu est John Butterfield, qui pour les wargamers est connu parce que c'est un auteur de jeu qui fait beaucoup de solos et des très très bons solos. Et en fait, j'ai appris il n'y a pas longtemps, John m'a dit que c'était son beau-frère qui avait écrit le livre qui l'avait inspiré. Donc voilà, c'est noté quelque part dans les notes de conception. Je vois que les plateaux, les 14 plateaux prennent énormément de place dans la boîte. Qu'est-ce qui reste pour jouer en fait Ah, c'est une extension. Ah oui, d'accord. Il faut le jeu de base. Ok. J'avais loupé cette info. Il faut le jeu de base, oui. Oui, il faut tous le les jeu de base. pions et tous les tokens qui sont déjà présents. Sinon, on lance les plateaux en l'air et on voit la face voilà, sur laquelle on tire un plateau au pif et oh non, c'est une start-up qui fait faillite. Mais tu disais qu'il y avait 14 nouvelles entreprises à peu près, oui. Une quinzaine, et ça veut dire qu'en fait, même en mode solo, on peut à chaque fois décider de partir avec une entreprise, d'essayer de mener le jeu à son terme et de le recommencer avec une nouvelle. Ça fait 15 façons d'aborder le jeu différentes en fait. Voilà. Il y en a qui sont plus sécuritaires, il y a les humanistes qui veulent promouvoir la paix et le bonheur dans le monde, mais avec l'humanité. Donc quand on rencontre des humanoïdes, des aliens plutôt, ben voilà, ça peut pas forcément bien se passer pour eux, et puis ainsi de suite. Il y a plein de choses différentes. Ah non, vous n'êtes pas sur notre liste de bonheur et paix, vous. Bah, voilà. C'est ça. Voilà. Sinon, on a 2 autres jeux historiques, et après je vais arrêter là avec les jeux historiques. Le premier, je pense, dans l'ordre de sortie, ça va être... alors là, on a la boîte en anglais où c'est marqué Resist, mais ce sera Résistance en français. C'est un jeu solo. Qui est sur une résistance, mais la résistance en Espagne. C'est-à-dire qu'en fait, les républicains espagnols se sont fait chasser en 1936, se sont réfugiés en partie en France, ont combattu l'envahisseur allemand en France, et puis une fois la guerre terminée, ils se sont dit, bah ouais, on va repartir, on va franchir les Pyrénées, et on va mettre Franco dehors. Bon, ça s'est pas passé comme prévu. C'était la théorie. Voilà, mais voilà, donc un jeu qui est fait par les 2 auteurs. Alors ils sont 3, mais il y a 2 des 3 auteurs qui sont ceux de Inflexible. D'accord. Donc voilà, c'est un très bon jeu solo avec plusieurs scénarios indépendants et une campagne aussi. Ok, pour pouvoir enchaîner les parties et faire une rejouabilité. Voilà. Donc une boîte pas très grande, je pense que c'est facilement transportable. L'illustrateur est Albert Montes, qui est donc un illustrateur très connu en Espagne, parce que c'est un des rares, en tout cas, à avoir été nommé aux Eisner Awards, donc une grande récompense américaine. Voilà. Donc celui-là devrait sortir, hein, je vais peut-être dire des bêtises, ouais. Non, excuse-moi, je lui qui va dire des bêtises. D'accord, il va dire des bêtises. Non, pas tant que ça pour une fois. De mémoire, je crois qu'il doit sortir avant l'été, vers juin 2023. C'est marrant parce que Saigon, même le print and play que tu as montré tout à l'heure, c'est ce côté jeu historique de une fois que la caméra s'est tournée, la lumière s'est éteinte, ça fait
3 jeux où C'est vrai. il dit attendez, c'est pas fini quoi. Les gens Une qui étaient là remise un petit peu en ouais. valeur. Ah bah, je pense que là, même moi, j'avoue, voilà, je connais un petit peu l'histoire et ça, j'en avais jamais entendu parler, quoi. Alors voilà, je savais que par exemple, dans la deuxième DB, il y avait beaucoup d'Espagnols et que c'est eux qui avaient libéré Paris en grande partie. Qu'est-ce qu'ils étaient devenus après? Ouais, c'est ça. J'en savais rien. Alors là, c'est peut-être là où va venir la question bêtise, mais est-ce qu'il y aura un jour un jeu sur le Seigneur des Anneaux, justement, sur, ben voilà, le Mordor est tombé, juste le retour à la comté, et peut-être même le retour au La réhabilitation des orques. avec Saruman qui voilà. a servi la comté, ces derniers petits Alors il faits, y a un peu de ça non quand même, parce que dans le Destin d'Erebor, le petit scénario qui est en plus, c'est un scénario alternatif. En fait, c'est qu'est-ce qui serait passé si la bataille des 5 armées avait été perdue. Et donc en fait, il y a des tuiles qui remplacent le plateau d'origine, et Erebor n'est plus une forteresse naine, mais une forteresse orque. Donc il y a un peu de ça. Je vais terminer avec l'historique, avec celui-là, un autre jeu GMT, qui s'appelle en français La Commune et la Mort, et qui est un jeu d'un Français, je tiens à le préciser, l'éditeur d'origine est américain, mais l'auteur est français, s'appelle Fred Serval, et c'est un jeu historique, mais c'est pas un wargame. D'accord. Il y a, alors je sais pas si ça va bien se voir, mais le plateau, il est séparé en deux, la partie de gauche et la partie politique, avec l'Assemblée nationale, les royalistes et les républicains. En dessous, la presse, donc les corps intermédiaires, je crois qu'on appelle ça, donc la presse, les syndicats et autres. Je vais faire confiance là-dessus. Et de l'autre côté, il va y avoir la partie militaire, avec l'intramuros Paris et toutes les buttes qu'il y a autour pour lesquelles les Versaillais et les communards vont se battre. Et ensuite, on a chacun, c'est un card-driven game, un jeu piloté par les cartes, où on va avoir un certain nombre d'objectifs et des cartes en plus pour faire bouger ces petites unités et son influence. Plateau, ouais. Voilà. Mais ce n'est pas que un wargame, et il y a plein de petits cubes qui représentent l'influence que les deux joueurs vont avoir. Les deux camps sont très asymétriques. Heureusement, parce que les communards, c'est pas la même chose que de l'autre côté. Et c'est très très intéressant. Ça se joue en peu de temps, je dirais, quand on connaît le système. Quand on a joué une fois, après, ça se joue en une demi-heure. Ah ouais, c'est plutôt rapide. Ouais, c'est vraiment rapide. Et pour autant, il y a plein de choix différents. Et Fred nous a fait l'honneur de nous faire une extension qui sera disponible dans la boîte française et qui ne sera pas disponible dans la boîte américaine. Qui sera en exclusivité. Ouais. Donc ça, on a bien avancé la traduction. Donc c'est pareil, je pense qu'il sortira en septembre-octobre de cette année, je pense. Pour les fêtes de l'année prochaine. Exactement. Noël 2023. Exactement. Et ce qui est bien avec les jeux asymétriques, c'est qu'au départ, on veut faire les deux côtés parce que on veut comprendre et voir un petit peu la façon de faire. Mais vite, quand même, généralement, on se trouve une affinité avec l'un ou l'autre des côtés dans les jeux asymétriques. Ouais, c'est ça. Avec Là, après, jouer le Versaillais, c'est pas forcément ce que tout le monde va prendre de premier abord. Oui, moi je prends cela parce que j'adore tirer sur la foule. C'est ça. Je peux laisser libre cours à mes instincts. Après, de la même manière que j'ai dit tout à l'heure, il y a un livret historique qui explique chaque carte. Et puis aussi le contexte historique de l'époque. Pour situer, pour que les gens s'imaginent, comprennent un peu mieux le contexte. Est-ce que y a des jeux, peut-être que ça existe, hein, tu seras le mieux placé pour éclairer ma lanterne, est-ce qu'il y a des jeux historiques ou peut-être asymétriques d'ailleurs, où tu sais que quand tu es un des deux, tu vas perdre? Et le but, parce que la bataille était perdue, c'était couru d'avance, le but du jeu c'était de tenir le plus longtemps pour permettre à une autre force armée, dans l'histoire, dans la vraie histoire, c'était de servir de chair à canon pour permettre à une mission autre part de réussir. Est-ce que ça existe transposé en jeu historique où tu sais que tu vas perdre, mais voilà, il faut tenir. Ton score va être, on va dire, en gros sur le temps que tu as réussi à tenir. C'est exactement ça. Ninive, ça c'en est une. Mais après, tout ce qui simule, je sais pas, Cameron ou Alamo. Cameron, c'est la Légion étrangère. C'est la Légion étrangère
au Mexique. Mais bon, voilà, je passe les détails, mais c'est... Oui, ouais, Alamo, oui, d'accord, ok. Il y a Alamo qui est pareil, hein, ils sont dans un fort et puis ils savent qu'ils vont perdre. Dien Bien Phu. Dien Bien Phu, enfin il y en a plein. Après, en effet, ça se joue sur les conditions de victoire. Est-ce que gagner, c'est pas possible, mais est-ce que ça va permettre autre chose? Et il y a même, par exemple, ça me vient en tête maintenant, un cas qui aurait pu arriver, mais où là ils ont gagné, c'est en fait en 1806, Napoléon attaque la Prusse et il va gagner à Auerstadt, sauf que la vraie bataille qui aurait dû être perdue par Davout à Iéna, et ben en fait Davout l'a gagnée. Alors qu'il était, je ne sais plus le ratio, mais 1 contre 4, 1 contre 5. Il aurait dû la perdre, la bataille. Et ça aurait dû faire pas un Alamo complet, mais enfin, en tout cas, voilà. Et son action était de ralentir comme à les Prussiens. À Zincourt, où il y avait mais ça 10 000 Anglais sur 10 000 Français. Et donc, oui, c'est le but, en fait. On peut tout simuler. Après, où est-ce qu'on place le curseur de c'est intéressant ludiquement ou on veut une simulation? Et donc, auquel cas, on va se faire ratatiner, on a perdu. Forcément, il faut mettre le curseur à un point intéressant pour tout le monde. Ouais, c'est ça. Apprendre quelque chose et en même temps s'amuser. Parce que sinon, je pense que si on joue justement, on refait une période historique et que on gagne, alors que c'était pas du tout possible parce que celui qui joue la grande armée en face est une daube. Il n'y a que comme ça, j'imagine, parce que si on est sous-armé, sous-équipé, moins nombreux, on n'a aucune chance de gagner. Mais l'autre joue très très mal et nous on joue très très bien. Alors ça peut arriver, mais il y a une chose qui existe moins, sous une autre manière dans le jeu de plateau d'une manière générale, c'est le hasard. Dans les wargames, très très souvent, il y a des dés. Donc, forcément, le dé, c'est moyenné sur le nombre de fois où on le lance. Si on fait que des 1 alors qu'il fallait faire des 6, pendant toute la partie, on a beau avoir la grande armée de Napoléon, il y a un moment, ça va être dur quand même. Quelqu'un est passé la nuit à attacher tous les latins ensemble. D'ailleurs, ça me fait penser aux origines du wargame. Il y a le Kriegspiel là, de Van Clausewitz, les officiers allemands, etc. Au tout début, moi, il me semble avoir lu ça, ça se jouait uniquement à l'arbitrage. Oui. Donc ils avaient des grandes tables avec plein de figurines pour c'était les officiers de l'armée prussienne là, et il y avait un arbitre sur sa grande chaise et qui disait oui, là c'est lui qui gagne. Voilà. C'est ça. Service, colonel, 15A. Alors dans les autres sorties, parce que malheureusement le temps passe et je sais qu'il y a encore des jeux à présenter. Ouais, il y a celui-là. Bah ouais. Parce que celui-là, je pense qu'il est attendu, intéressant. Alors, War of the Ring, the card game, c'est la guerre de l'anneau, le jeu de cartes. C'est ça. Et le but de ce jeu-là, c'est d'avoir un jeu comme la guerre de l'anneau, la grosse boîte où il y a 220 figurines plateau, et 2 grands plateaux et tout, mais le faire avec que des cartes. Et je ne sais plus exactement combien de cartes, 160, 180, quelque chose comme ça. Et ça se veut représenter la même chose. C'est-à-dire qu'à tous les tours, on va poser une carte de route qui représente le parcours de la communauté. D'accord. Et de l'autre côté, on va poser une carte de lieu de bataille. Ensuite, on va avoir une main et on va pouvoir poser une carte de héros, d'événements, d'armées, soit sur l'un des 2 endroits ou dans sa réserve. À chaque fois qu'on fait ça, on défausse une autre carte de sa main. Donc en fait, on en a 4 au début. On va faire que 2 actions. Parce qu'à chaque fois, on va en perdre, défausser une. Au fur et à mesure de la partie, il y a des cartes comme Galadriel ou Saruman qui vont permettre de augmenter sa main. Et après, il y a tout un tas d'effets qui vont se mettre en place. On peut par exemple jouer les Ents que sur certaines routes, mais on va les placer en réserve pour faire peser une menace sur les forces du Mordor, justement, et leur dire oui, alors à la route 4, 5, 6, vous me laissez passer parce que de toute façon, vous n'avez aucune chance. Ouais, c'est ça. Mais je ne l'ai pas joué. Je l'ai pas joué. Alors, et ainsi de suite. Il y a plein de petites choses comme ça. On peut jouer de 2 à 4. Et il y a une extension qui est prévue tellement il a marché en anglais. Donc voilà, le jeu sort en avril de cette année en français. Donc ok, juste après Cannes aussi. C'est ça. Ouais.
Et comme vous aviez eu beaucoup cette année, notamment là on a Subterra 2 qui arrive, mais pas mal de participatifs qui ont été faits. Oui. Et je sais qu'il y en a d'autres qui sont en cours de réalisation ou qui vont arriver. Ouais, c'est ça. Donc en fait, on a deux principaux dont j'ai parlé. Le premier, c'est quand même Minirogue, qui avait été un gros Kickstarter à l'époque. Et là, on va lancer, je pense en juin, une deuxième campagne pour Minirogue, qui sera à propos qui lancera des nouvelles extensions. Une première grosse extension qui apportera un 3e et un 4e joueur. D'accord. Parce que le jeu à l'origine est 1 et 2 joueurs. Et le 3e joueur, en fait, ce sera un Overlord. Et il combattra les autres joueurs. Donc ça risque d'être assez sympathique. Il y aura une deuxième petite extension qui apportera... En fait, on s'est dit qu'on allait essayer de boucher les trous un petit peu. Donc pour ceux qui connaissent le jeu, il y a un moment où quand on a fini le niveau, on descend de niveau vers le niveau suivant. Voilà, on descend l'escalier. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette descente ? Donc en fait, Donc je me souviens plus le terme qu'on a utilisé en français. Je suis désolé, mais la phase de dwelling, le fait de descendre comme ça, on va avoir un petit paquet de cartes qui va nous dire c'est rien passé, ou je sais pas, il y a un truc qui traînait par terre, c'était très bien. Ou il y a un monstre, ou on a glissé, on s'est cassé la figure et tout. Enfin voilà, plein de petites choses comme ça. C'est fou, t'en fais une extension alors que le fils de Frank Herbert, eux, en font des bouquins de 800 pages. Vous savez, il est allé pisser, qu'est-ce qui s'est passé en 5 minutes ? Attends, vous en faites une trilogie. et voilà, donc ça, on est en train de finir les réglages de tout ça, écrire quelques petites cartes, faire une campagne, une nouvelle campagne solo, mais aussi à la demande de pas mal de joueurs, faire une campagne aussi 2 joueurs. On nous a beaucoup demandé du 2 joueurs aussi. Donc voilà. La deuxième dernière campagne participative, ça va être pour Moog. On avait lancé une campagne GameFound, et en fait on s'est aperçu que c'était pas la bonne plateforme pour le faire. Donc là on va relancer une campagne, et là cette fois-ci sur Kickstarter. Je me souviens plus exactement la date, mais ça devrait être mars-avril, quelque chose comme ça. Ouais. Moog, on rappelle, c'est ce jeu où on joue des tribus préhistoriques un peu à la chasse au mammouth. Tout à fait. Donc, le mammouth Tout à qui fait. arrive, et il va falloir essayer de le remonter dessus, d'essayer de le... pendant qu'il se secoue et qui fait tout pour nous échapper. C'est ça, le mammouth a sa propre intelligence. Ouais, c'est ça. Et par le jeu, les cartes. Et voilà, c'est un jeu... Ouais, alors on a plusieurs modes maintenant, parce que sinon j'ai mes collègues qui vont me gronder, mais non, à la base, il devait être plutôt, un seul mode. Là maintenant, il est coopératif et compétitif. On choisit comment est-ce qu'on veut jouer, et il est solo aussi. Voilà. Donc, voilà. Le mammouth a de fortes chances de gagner quand même, mais se laisser faire. Hein. Voilà. Et en tout cas, n'hésitez pas, on sait que Nuts présente tout le temps des jeux aboutis, des jeux plutôt beaux, que à chaque fois qu'il y a eu des soucis, il en a parlé au début, Florent, c'est pas de leur faute. Donc sur les... puis on essaie de les régler. Non, mais c'est ça. Puis sur les participatifs, du coup, où vous êtes, on va dire, de A à Z, généralement ça se passe plutôt bien, et les jeux sont plutôt bons, effectivement. Donc n'hésitez pas à aller dessus et à continuer, à profiter aussi du site. On l'a dit, avec la partie bon plan, on le rappelle, parce que c'est toujours agréable d'avoir des bons plans. Merci Florent de venir nous rendre visite. C'est toujours un vrai plaisir de te recevoir, comme je l'avais dit. Merci à toi Talmo pour cette soirée. Merci Damien également à la technique. On remercie tous les gens de l'ombre que vous n'avez pas vus, hein. Alexis, Benoît et Yann qui étaient eux à la partie vidéo. Nous, on va vous donner rendez-vous dans 15 jours. On va vous faire des gros bisous. Remettez-vous bien. On va se quitter en musique comme à notre habitude avec... Tu arrives de nulle part, bébé, droit à travers mes défenses. Un nuage noir s'abat sur moi, comme une pluie d'ouragan que je ne peux traverser. C'est le groupe Modern West avec le titre Hurricane Rain, et Modern West, c'est le groupe 2. Attention, on est dans l'ultime de la post-apo. Tu as fait un thème spécial sur lui. C'est bien sûr Kevin Costner. L'émission d'aujourd'hui se termine, mais n'hésitez pas à la podcaster sur les plateformes SoundCloud, iTunes et Spotify. Toutes les infos et l'agenda de l'émission sur notre site internet www.deludes.com.